En tant que directeur de l'unité Chères-aux-Manches, je suis ravi de vous accueillir ce soir dans le cadre de la Semaine de l'Industrie pour cette conférence du nucléaire Swan, dans le nucléaire Swan. Et je pense qu'effectivement, la soirée va être bien partagée entre les interventions et ensuite le débat. Donc je vous souhaite bien débattre et je passe la parole à mon Bonsoir. Louis Normandie, la Semaine Jeune Génération, Nucléopolis et la Technopole de Cherbourg-Normandie sont heureux de vous accueillir pour une nouvelle conférence sur le thème « Le nucléaire soigne ». Cette initiative s'inscrit dans la Semaine de l'Industrie au niveau national. Merci aux trois professeurs qui ont accepté notre invitation, le professeur Jacques Foss, le professeur Jean Dalchary et le professeur Denis Agostini. Le professeur Jacques Foss va nous présenter l'énergie nucléaire et sa découverte. Le professeur Jean Dalchary et le professeur Denis Agostini nous expliqueront ce qu'est un cancer et comment on le traite depuis son dépistage jusqu'à son traitement. Un espace a été réservé dans votre livret d'accueil pour que vous puissiez prendre des notes et noter des questions pour l'échange qui suivra tout à l'heure. Un enregistrement de la conférence est réalisé en vidéo par Laurent Danger. Il sera disponible prochainement sur le site unicnam.fr. Nous tenons à remercier nos partenaires, la Semaine Jeune Génération, donc avec Pascal Dorache qui est ici, EDF Flamanville, DCNS, Areva La Hague, le site universitaire, Unicamp et l'UT Cherbourg-Manche, et particulièrement M. Philippe Grangeret, qui met à notre disposition ses locaux. Stéphane Bresson, directeur de Nucléopolis, va ajouter quelques mots. Merci, Mme Cagel. Je voudrais d'abord excuser le président de la Figaro, président de Nucléopolis, qui a dû annuler au dernier moment sa participation, parce qu'il voulait être présent. Malheureusement, il passe par de raisons personnelles. Je voulais aussi vous remercier d'être tous présents, d'avoir un grand conflit diplôme, ça fait plaisir sur ce sujet-là. Merci au nom de Nucléopolis, une association qui regroupe l'ensemble des acteurs scientifiques et industriels qui œuvrent dans le domaine des sciences nucléaires en Normandie, qu'elles soient dans le domaine de l'énergie, que nous produit sur notre continent ici, mais aussi dans le domaine de la santé. Et effectivement, il est peut-être moins connu que les sciences nucléaires, les technologies nucléaires, depuis la découverte de la radioactivité par Becquerel en 1897, puis les premières applications qui ont été faites par les frères Curie, les frères et sœurs Curie, Pierre et Marie Curie, en 1900 et en 1911, avec des applications avant tout santé. Et ça, je pense que c'est ce que je vais vous présenter nos deux intervenants du secteur médical. Donc, un sujet extrêmement important aussi pour ce pôle nucléaire, des sciences nucléaires de Basse-Normandie, qui souhaite développer cet axe santé de manière forte dans notre région. Merci à vous d'être présents et je passe aussi la parole à Nicolas Picard qui a aussi quelques parties. Bonsoir à tous. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. Je vais juste vous accueillir en tant que local de l'étape sur donc le site universitaire. On a effectivement l'habitude de beaucoup travailler avec des acteurs universitaires, donc que ce soit l'UT, ADESIX, l'école d'ingénieurs qui est juste à côté. Et vous dire que c'est un plaisir d'avoir cette thématique-là, nucléaire santé, qui est un petit peu plus rare sur le Cotentin, mais qui pour une fois est originale par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir, même si sur la radioprotection, etc., on peut avoir des sujets vraiment intéressants. Là, c'est un sujet un peu différent. Et ça va être, disons, que des sujets nouveaux dans le cadre de cette semaine de l'industrie, puisque jeudi prochain, il y aura une grande conférence sur les énergies marines renouvelables et le Cotentin. Donc un sujet qui est également nouveau pour ce territoire, puisqu'il est nouveau à l'échelon national. Tout un tas de visites qui vont avoir lieu avec des personnes donc, qui sont soit des étudiants, soit des personnes qui sont en entreprise, qui vont aller visiter un certain nombre d'entreprises. Et ce qui est intéressant vraiment dans toutes ces thématiques, c'est qu'il y a une diversité de profils. J'ai vu un peu les inscrits qui étaient présents ce soir. Ils venaient tous d'horizons différents, que ce soit dans vos fonctions, dans les entreprises, dans vos parcours respectifs. Donc ça fait plaisir de voir que tout le monde s'intéresse à cette thématique du nucléaire santé. Sans plus tarder, on va laisser la parole à Jacques Foss qui va ouvrir le premier sujet, donc cette conférence sur le nucléaire, sur une bonne conférence à tous.
planter le décor. Hein. Je ne suis pas médecin, donc je vais simplement rappeler brièvement l'histoire historique de la découverte de la radioactivité. Brièvement, parce que c'est une conférence alors que j'ai détaillée et que j'ai déjà fait ici à Cherbourg au mois de décembre dernier, qui s'appelait Marie et Irène Curie, deux chimistes à l'origine de la découverte de l'énergie nucléaire. Donc je vais passer brièvement là-dessus, puis après montrer en fait ce qu'est la radioactivité et pourquoi, lorsque nos collègues et amis vont vous présenter les traceurs et l'effet des rayonnements, pourquoi justement on peut utiliser ces traceurs radioactifs donc, en médecine. Je suis sur vers le bas. Alors, la découverte de la radioactivité. Alors, simplement, donc, ici, vous retrouvez, c'est Henri Becquerel que vous avez ici sur la partie gauche. Donc, Henri Becquerel, c'est le premier, en fait, qui découvre cette émission de rayonnement tout à fait particulière, qui n'était pas les rayons X de Röntgen. Et il pense, lui, on va revenir là-dessus dans un instant, que c'est simplement dû à un seul élément qui est l'uranium. Il appelle ça des rayons uraniques. Et c'est donc Marie Curie, il y a beaucoup de prix Nobel sur cette photo, mais Marie Curie que vous voyez au milieu là-bas avec son Marie-Pierre et puis sa fille Irène. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 prix Nobel là, puisque c'est le père, le docteur Curie, qui était le père de Pierre Curie, qui est le dernier personnage. Donc qui va en fait montrer, elles vont montrer, toutes les deux, et puis bon, Pierre Curie s'associe aux travaux, en fait que ce phénomène de radioactivité était beaucoup plus général que ça. Décidément, voilà. Voilà, alors simplement, pour parler, évoquer aussi ici la Société des sciences de Cherbourg et sa bibliothèque, vous voyez dans les 4 volumes que vous avez là, que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans cette bibliothèque, vous avez toute l'histoire en fait de la radioactivité, puisqu'on démarre en 96 et on va jusqu'en 1901. Donc, historique, je vous l'ai dit, 1896, donc Becquerel pense avoir découvert un phénomène sur l'uranium. Pierre et Marie Curie, alors oui, ça s'étale évidemment sur un certain nombre d'années, montrent qu'en fait, c'est un phénomène, eux, qui pensent, qui passe de l'uranium, mais jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'au plomb et au bismuth, et par les descendants, via les descendants donc, de l'uranium et du thorium, c'est-à-dire des éléments qui étaient instables, je vais revenir là-dessus dans un instant, et jusqu'à ce qu'on arrive dans la stabilité, c'est-à-dire le plomb et le bismuth, et on a des éléments comme ça qui émettent des rayonnements, et c'est Marie Curie qui invente le mot émission de rayonnement, radioactivité. Dès 1901, vous voyez ici, découverte en fait des effets biologiques, c'est la séance du 3 juin 1901, mais il y en a eu d'autres, hein, il y a eu d'autres applications qui en fait, je pense que mes collègues en parleront tout à l'heure. Vous voyez ici, action physiologique des rayons du radium, de M. Henri Curie et M. Henri Becquerel, et P. Curie, et donc, à la fin, vous voyez ici, les mains, une tendance générale à la desquamation, évidemment, ils manipulaient ces composés. Les extrémités des doigts qui ont tenu les tubes et capsules, renfermant des produits très actifs, deviennent dures et parfois très douloureuses. Pour l'un d'entre nous, l'inflammation de l'extrémité des doigts dure une quinzaine de jours et s'est terminée par la chute de la peau, mais la sensibilité douloureuse n'a pas encore complètement disparu au bout de 2 mois. Je vous ai mis ici, parce que ça c'est intéressant, c'est le discours Nobel. Vous savez, quand on a le prix Nobel, on doit faire un discours Nobel, une conférence Nobel. Et alors ce qui est assez curieux, c'est que vous voyez la date, c'est 1905. Or, en 1903, en fait, le premier des prix Nobel est partagé alors à 50% Becquerel et 50% Pierre et Marie Curie. C'est-à-dire c'est pas un tiers, c'est 50 d'un côté et puis deux fois 25. Et ce qui est curieux, c'est qu'ils ont le prix Nobel en 1905. Vous voyez, à l'époque, c'était les débuts du prix Nobel. Et Pierre et Marie Curie disent, bah tiens, puisque toi tu vas chercher le prix Nobel, tu nous ramènes le nôtre parce qu'on n'a pas le temps. On a du travail à faire dans le laboratoire. Alors ça a beaucoup évidemment vexé les Suédois qui ont dit quand même, on a le prix Nobel, on vient chercher son prix Nobel, et puis on fait ton discours. Alors ils sont allés le faire 2 ans après, et vous voyez que ces quelques lignes là sont quand même intéressantes. On peut se demander si l'humanité a avantage à connaître les secrets de la nature, si elle est mûre pour en profiter, aussi cette connaissance ne sera pas nuisible. L'exemple des découvertes de Nobel est caractéristique. Les explosifs puissants ont permis aux hommes de faire des travaux admirables. Et ils sont aussi un moyen terrible de destruction entre les mains de grands criminels qui entraînent les peuples vers la guerre.
Je suis de ceux qui pensent avec Nobel que l'humanité tirera plus de bien que de mal des découvertes nouvelles. Je pense que ça, c'est toujours d'actualité, un peu plus de 100 ans après. Malheureusement, vous le savez, Pierre Curie va décéder d'un accident, il va se faire écraser, parce qu'on avait déjà un camion à l'époque, mais c'était en fait une voiture à chevaux, l'année suivante. Et on va laisser passer une génération, ce sont les enfants, Irène, fille de Pierre et Marie Curie, et son mari Frédéric Joliot, qui vont en fait mettre le point final à cette découverte de la radioactivité, et ils vont montrer qu'il est possible de créer, ça c'était tout à fait nouveau, une radioactivité de façon artificielle dans des éléments qui étaient stables. Jusque-là, la radioactivité était un phénomène qui ramenait effectivement des éléments instables vers la stabilité, et là on pouvait créer en fait ce phénomène donc de façon artificielle, et on voyait à ce moment-là que ce phénomène de radioactivité en fait concernait tous les éléments de la classification. Ça leur donnera aussi le prix Nobel donc de chimie en 1935. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. On a là maintenant la connaissance donc, de ces phénomènes. Alors qu'est-ce que la radioactivité en quelques planches? Alors l'atome, évidemment, il faut revenir, je vais traiter ça rapidement. J'ai mis à votre disposition des petites brochures qui sont peut-être un tout petit peu plus détaillées, que j'espère être grand public. Alors vous savez que l'atome en fait est constitué d'un noyau qui contiennent deux catégories de ce qu'on appelle des nucléons, des protons et des neutrons. Et donc, un noyau, c'est les propriétés nucléaires, hein, comme son nom l'indique. Et puis, autour de ce noyau, vous savez, vous avez des électrons qui tournent autour. Et en fait, ces électrons, c'est eux qui vont donner des propriétés chimiques. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez des propriétés chimiques à cet atome, et d'un autre côté, vous avez des propriétés nucléaires. Donc, en fait, quand on dit propriété chimique, c'est son comportement environnemental. Alors, noyau nucléaire, électron chimie, et évidemment, la composition de ce noyau lui donne ses propriétés nucléaires. Et vous le voyez, la stabilité, en fait, dépend d'un strict équilibre entre son nombre de protons que j'ai mis en rouge ici et son nombre de neutrons en blanc. Vous avez néon 20, par exemple, vous voyez, vous avez 10 et 10, donc ça en fait bien l'autre. Mais s'il y a un déséquilibre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est là qu'intervient ce phénomène de radioactivité, c'est-à-dire que le noyau va modifier sa structure, en fait, pour revenir vers la stabilité. Alors évidemment, ça ne se fait pas tout seul. En faisant ça, il émet un ou plusieurs rayonnements que l'on sait détecter et que l'on peut utiliser. Ces rayonnements, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous voyez, qui portent des lettres grecques, alpha, bêta et gamma. Ce sont des noyaux de nature différente, et on dit à ce moment-là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que ce noyau est radioactif. Alors dans un atome, évidemment, il y a autant d'électrons qui gravitent autour du noyau qu'il n'y a de protons dans ce noyau. En revanche, je peux modifier le nombre de neutrons et blancs de tout à l'heure, je peux le modifier légèrement, et à ce moment-là, les propriétés nucléaires de mon noyau, donc de mon atome, vont changer. C'est ce qu'on appelle les isotopes, vous voyez, même nombre de protons, même nombre d'électrons, donc même chimie, même comportement chimique, mais un nombre différent de neutrons. Et c'est là qu'intervient cette définition des traceurs en termes de radioactivité, c'est-à-dire que vous allez avoir des atomes qui vont avoir le même comportement environnemental, le même comportement chimique parce qu'ils ont le même nombre d'électrons. En revanche, ils peuvent avoir évidemment des structures nucléaires différentes. Et à côté donc des noyaux qui sont stables, je pourrais avoir des noyaux instables qui vont revenir vers la stabilité en émettant donc un rayonnement. Je vais donc pouvoir détecter parce que je vais pouvoir suivre à la trace un élément stable. Alors là, je vous ai mis des isotopes, vous voyez l'hydrogène, par exemple, il y en a 3, ici on entend parler du tritium, d'ailleurs, on a fait un colloque il n'y a pas si longtemps que ça ici, sur le tritium, qui est l'isotope radioactif de l'hydrogène, et vous voyez, chaque élément, tous les éléments possèdent plusieurs isotopes stables et radioactifs. Et dans l'uranium, évidemment, on a les deux plus importants ici, vous en avez entendu parler. Ça, c'est la classification périodique, ça c'est pour rappeler le souvenir de jeunesse, à peu près à tout le monde. Bon, vous avez la classification d'aujourd'hui, alors elle a beaucoup changé par rapport à celle que les plus anciens ont appris à l'époque, mais voilà, 78. Alors là, je vous ai mis un extrait, c'est pareil, c'est pour se brancher un petit peu sur les conférences qui viennent. C'est un extrait de la conférence Nobel d'Irène, cette fois-ci en 1935.
la diversité des natures chimiques, la diversité des vies moyennes de ces radioéléments synthétiques permettent sans doute des recherches nouvelles en biologie et physico-chimie. La méthode des indicateurs radioactifs, jusqu'alors réservée aux éléments de masse atomique élevée, peut être généralisée à un très grand nombre d'éléments, distribués dans toute la classification, puisqu'il venait de montrer, donc Frédéric Joliot et Irène Joliot-Curie, que justement, cette radioactivité touchait tous les éléments, pas seulement les éléments lourds. En biologie, par exemple, la méthode des indicateurs, employant des radioéléments synthétiques, permettrait d'étudier facilement le problème de la localisation et de l'élimination d'éléments divers introduits dans les organismes vivants. Et la dernière phrase est importante. Vous voyez, il n'est pas utile dans ces recherches d'introduire des quantités importantes de l'isotopes radioactifs. Ces quantités sont fixées dans la sensibilité de l'appareil détecteur. Il y a une très grande différence entre une sensibilité chimique et une sensibilité, on va dire, radiochimique, c'est-à-dire qu'on peut détecter un atome quasiment, de façon tout à fait théorique. Alors qu'en chimie, pour détecter un élément, il faut en avoir des milliards et des milliards. Radioactivité artificielle, donc 1934. On ne va pas revenir là-dessus. Donc, on peut fabriquer d'autres radioéléments, en particulier donc avec des cyclotrons ou des accélérateurs. Alors, la radioactivité, ça ne se voit pas, mais ça se détecte. Ça, vous pouvez me prendre, c'est deux photos chez moi que j'avais prises à deux instants différents. Un matin où il y avait du gel, comme on a vu il n'y a pas longtemps, et je vous assure que les toiles d'araignée, elles sont toujours là sur le côté. À ce moment-là, on ne les voit plus. Il faut un détecteur pour voir un petit peu toute la matière. C'est un processus aussi, vous le savez, la radioactivité qui décroît avec le temps. En gros, quand il en reste la moitié, on est au bout de ce qu'on appelle une période, le temps nécessaire pour que la moitié du nombre initial de noyaux soit désintégré. Alors évidemment, quand il reste le quart, je suis à 2 périodes, le huitième à 3 périodes, etc. Il y a des heures d'ingénieur, il y en a pour arriver à ça. Alors, les unités, alors je ne veux pas trop revenir, mais je pense qu'on peut en parler tout à l'heure. Vous savez, l'unité de l'activité, en fait, c'est ce qu'on appelle le Becquerel. Marie Curie avait défini une autre unité qui avait appelé Curie, évidemment. Et en fait, il y a une grosse différence entre les deux. C'était à peu près l'activité d'1 gramme de radium-226, le fameux radium qu'elle avait isolé. Mais justement, le à peu près, c'est pas très bon pour des métrologistes. Donc, on a un beau jour décidé qu'on prendrait une désintégration par seconde, ce qui évidemment est une toute petite unité. En réalité, c'est pour ça que vous entendez souvent parler en millions ou en milliards de becquerels, parce que vous voyez, ça fait évidemment pas grand-chose à ce moment-là. Une unité qui a disparu en janvier 86. Alors, la radioactivité est partout, ça vous le savez sans doute, et nous-mêmes, là, en ce moment, on est en train de balancer des rayonnements sur nos voisins, qui nous les rendent d'ailleurs, en fonction, vous voyez, de notre masse. Et ben, on peut calculer à peu près notre radioactivité naturelle, évidemment. Ce qui fait que, la valeur 0 becquerel, évidemment, c'est impossible à trouver, notre référence peut être que la radioactivité naturelle. Alors, une autre unité, c'est évidemment quand on regarde l'effet des rayonnements sur la matière, c'est l'énergie par unité de masse, c'est ce qu'on appelle la dose, et il y a une unité qui s'appelle le Gray, un joule par kilogramme, ce sont les unités respectivement d'énergie et de masse. Et ça ne définit pas en fait l'effet sur la matière vivante. Parce que là, il faut tenir compte d'autres facteurs, il faut tenir compte de la nature du rayonnement, on a tout à l'heure alpha, bêta, gamma, il faut tenir compte évidemment du fait que les effets ne seront pas les mêmes selon que la distribution sera homogène ou non sur tout l'organisme. Et on remplace ça à ce moment-là par l'équivalent de dose, c'est une unité que les gens ici connaissent bien parce qu'on en parle souvent, non pas en sievert, qui fait beaucoup, mais plutôt en milli et en micro, c'est-à-dire en millième et en millionième. Alors ce qui est intéressant avec cette unité, c'est que ça définit bien l'effet sur la matière vivante, et il n'y a pas de distinction évidemment entre la radioactivité naturelle ou la radioactivité artificielle. À partir du moment où vous avez un rayonnement donné, avec une énergie donnée, donc dans l'organisme, et bien, qu'il soit arrivé de façon artificielle ou naturelle, évidemment la mesure en sievert sera la même. Donc voilà, quantité de radioactivité en becquerel, mesurée donc par le Gray, et l'effet produit par cette dose est mesurée par le sievert. Alors cette radioactivité, vous voyez, donc on l'utilise dans diverses applications. L'émission de rayonnement, évidemment. Alors cette émission de rayonnement, ça peut aussi être des rayons qui sont des rayons cousins des rayons gamma, c'est-à-dire des rayons X.
Donc à ce moment-là, on utilise aussi des accélérateurs d'électrons pour produire ces X, ou bien on utilise des électrons. Et, ou bien donc on utilise l'émission de ces rayonnements, ou encore, vous voyez, encore une fois, la capacité du traceur, c'est-à-dire celui qui a les mêmes propriétés chimiques qu'un élément stable, mais qui en plus émet donc un rayonnement. Voilà, donc après, il y a toutes ces applications. Alors il y en a de nombreuses applications, en particulier donc, dans l'industrie et même d'ailleurs dans l'art. Mais ce soir, donc, on va parler plutôt médecine. Et vous voyez donc encore une fois les propriétés, la décroissance dans le temps, comme on l'a vu, l'émission de rayonnement, la sensibilité de détection dont je vous ai parlé, et l'identité chimique. Voilà un petit peu tous les domaines. Alors évidemment, lorsqu'on n'a pas besoin d'une durée de vie longue, on choisit, on a le choix, on choisit des radioéléments qui ont des durées de vie courtes, c'est ce qu'on appelle les périodes radioactives, qui peuvent être inférieures à quelques jours, auquel cas, évidemment, après un mois, il n'y a quasiment plus rien. Bon, on ne va pas détailler ça, vous aurez des documents, la radiostérilisation du matériel chirurgical, aussi, vous voyez, traitement du dos, conservation des denrées alimentaires, et je crois que c'est la fin, je vais terminer sur celle-là, parce que vous voyez, c'est bien d'actualité. Dans l'Express, au 1er février 2012, on parlait, ça s'appelle chouette, vous voyez ici, les biberons conçus sous ionisation n'auront pas besoin d'être stérilisés. Une nouvelle propriété microbiologique, vous voyez, il suffit de les laver et rincer 3 fois. Cela suppose que le matériel ait été conçu selon un procédé appelé ionisation par le rayon gamma. On est bien donc dans ces applications. Voilà, je vous remercie donc pour votre attention. Je vais passer la parole à mes collègues. Je pense que vous reconnaissez le point. Je vais passer la sucette là maintenant. Voilà. Parfait, donc transition faite. La question posée, effectivement, du diagnostic au traitement, et c'est pour ça qu'on s'est partagé avec Jean Achary, plutôt le côté diagnostic en tant que médecin nucléaire, et lui en tant qu'oncologue et radiothérapeute. Ce qui est important, c'est que, voilà, en 2 temps, le premier temps, c'est de nous expliquer en quelques mots ce qu'est l'imagerie nucléaire, essentiellement sur un axe important, puisque c'est plutôt sur l'oncologie, qu'on appelle le PET scan, tomographie par émission de positons associée à un scanner embarqué, ce qui fait que je vais vous donner quelques notions de ce qui se met en place en Basse-Normandie, puisqu'il y a un seul appareil en Basse-Normandie, le CHU en partenariat avec le centre anticancéreux de Baclès depuis 2008. Et puis évidemment, ça c'est la partie diagnostic, la partie imagerie, mais il y a aussi, et c'est important, le soin, c'est-à-dire qu'avec, effectivement, comme on l'a vu, des isotopes, des radioéléments, il est possible de traiter des cancers, et évidemment avec des doses qui vont être délivrées de façon un peu plus importante que les doses délivrées pour faire du diagnostic et de l'imagerie. Donc ça c'est l'élément important, c'est la balance à bien comprendre entre les doses qui vont être administrées pour faire de l'imagerie, scintigraphie ou PET scan, et les doses qui vont être administrées pour faire du traitement. Alors, il faut savoir qu'en France, la possibilité de faire de l'imagerie nucléaire par le PET scan, c'est essentiellement 3 domaines, avec un domaine que l'on va privilégier aujourd'hui, qui est l'oncologie. Et dans l'oncologie, on verra qu'il y a plusieurs types de cancers qui peuvent avoir cet élément d'imagerie diagnostique. Il y a également la neurologie et la cardiologie. Et donc, à ce jour, comme je l'ai dit, un seul PET scan et probablement, en tous les cas, dans le SRO, ce qu'on appelle sur le bassin de la Basse-Normandie, un deuxième PET scan qui devrait arriver en 2013. Alors, pour cette imagerie, il faut des radioéléments, on a dit des radioisotopes, et ceci démarre par un cyclotron. Le cyclotron va vous permettre, on appelle le PI-cyclotron, de former, produire des radioisotopes. Un des radioisotopes les plus importants en médecine nucléaire, c'est ce qu'on appelle le fluor 18, et en fait glucose. Donc c'est un sucre marqué à un fluor qui est l'élément le plus important. Et comme vous le savez, et là encore une fois c'est important en termes de compétition, c'est qu'on a la société donc Cyclopharma qui s'est en quelque sorte mise sur le bassin à côté de Cicéron pour produire ces radioéléments, ce qui fait qu'on est livré, je dirais, en priorité à 300 mètres. On peut avoir maintenant du FDG, puisqu'on va faire la synthèse, fluorodéoxyglucose, c'est du FDG, c'est comme élément important pour le diagnostic. En effet,
il faut savoir qu'on parle de radioisotope, mais nous, on est dans le cas d'un médicament. On va injecter un médicament au patient. Donc, ce qu'on appelle les radiopharmaceutiques, depuis 2002, c'est qu'on injecte, même pour faire de l'imagerie diagnostique, un médicament. Et donc, deux options, soit c'est de l'imagerie diagnostique, soit c'est du traitement. Donc ça, c'est un élément important à bien identifier. Le traceur, donc on l'a dit, traceur, c'est-à-dire des doses radioactives infimes, qui sont vraiment très très peu. On est, quand on fait justement en termes de millisieverts, quand on fait un examen TEP-scan, c'est de l'ordre de entre 3 et 5 millisieverts pour le patient. Donc ça, c'est un élément à retenir. On rappelle que l'irradiation naturelle, c'est 2 à 2,5 millisieverts, ça dépend des régions. Donc ça, c'est aussi un élément important. Très simplement, ce traceur qu'on va injecter par voie intraveineuse au patient, eh bien, va en quelque sorte suivre le parcours du sucre, qu'on appelle le glucose, et à partir de ce moment-là, il va être capté par la tumeur, par le cancer, parce que le cancer, pas tous les cancers, mais la plupart sont agressifs, et donc vont consommer du sucre. Donc dès qu'il voit du sucre dans le sang, hop, la tumeur prend du sucre, et comme ce sucre, il est en quelque sorte, il scintille, eh bien, c'est très simple, le patient le met sous la caméra, et on va voir cette scintillation qui va nous permettre d'identifier la tumeur, et puis surtout, malheureusement dans certains cas, ce qu'on appelle les métastases de différents organes. Donc, là, quand vous injectez ce produit, ce glucose marqué au fluor 18, qui est un traceur de tomographie par émission de positons, il va se distribuer dans tout le corps. Et il est clair qu'à l'état initial, eh bien, ce glucose, il y en a partout. Enfin, partout. Il y en a dans le cerveau, et donc là, on le voit bien évidemment ici, on a automatiquement du sucre, parce que c'est un consommateur, sans qu'il y ait de tumeur, le cerveau consomme beaucoup de sucre, mais aussi, et c'est très important, aussi bien au niveau du foie, le foie c'est la poubelle de tout ce que vous injectez, de tout ce que vous alimentez, vous injectez, ça va vous absorber, le foie est le premier filtre, et puis ensuite, évidemment, c'est la vessie, puisque tous les traceurs radioactifs que vous avez vont être éliminés par voie urinaire. Alors ça, c'est un élément important parce que il y a eu quelques années, des gens avec des détecteurs qui ont vérifié un petit peu, vous savez, dans l'Orne, un fleuve pas très loin, et qui ont vu qu'il y avait une radioactivité très importante. Ils se sont dit, mais c'est incroyable qu'il y ait une radioactivité comme ça. Donc il a fallu montrer qu'effectivement, dans une population, quand on faisait des examens de médecine nucléaire, quand on faisait des traitements pour, je dirais en quelque sorte, tuer le cancer, automatiquement, les patients, ils urinent. Et automatiquement, ça va quelque part dans le fleuve. Et donc, tous les isotopes avaient été alignés et on avait été obligé de mesurer pour montrer certaines presses qu'effectivement, on avait du technétium, il y avait de l'iode-131, etc., mais de façon raisonnable. Donc ça, c'est très important à bien comprendre, c'est qu'effectivement, comme on l'a dit, c'est qu'il y a la radioactivité, il y en a partout en ce moment, mais effectivement, quand on l'injecte, eh bien, on la retrouve quelque part. Alors, de façon très simple, voilà, le patient, on lui a injecté ce traceur, et il va passer donc sous ce TEP-scan. Dans un premier temps, on va voir un scanner qui va nous permettre en quelque sorte de localiser la localisation de la tumeur, et puis ensuite, la tomographie par émission de positons. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quand vous avez injecté un produit radioactif, eh bien, c'est le patient qui scintille. Et c'est cette détection de scintillation qui va être faite par la tomographie par émission de positons. Et à partir de là, on va avoir des images qui vont être des images et anatomiques et des images, ce qu'on appelle métaboliques, puisque c'est le sucre et donc c'est la consommation de sucre que l'on va identifier. Donc, de la même façon, là, vous voyez sur le plan du TEP, on va démarrer par le cerveau et puis ensuite, on va bien évidemment continuer en quelque sorte jusqu'au genou le plus souvent. Voilà, et pendant 20 minutes, le patient passe l'examen de ce qu'on appelle le TEP-scan, une tomographie par émission de positons en français. Alors, bien sûr, et je crois que c'est aussi un élément important puisque c'est public, c'est de voir que dans la salle de médecine nucléaire, il y a aussi des normes très importantes de radioprotection. On ne fait pas ça n'importe comment, on est dans un service qui est bien évidemment avec la radioprotection, l'ASM qui nous surveille, et ça c'est un élément important. Et vous voyez que la procédure est une procédure pour le manipulateur très important, puisque on va en quelque sorte injecter avec un processus un peu particulier, une tubulure, où il
va y avoir le radioélément et la tubulure qui va être accrochée en quelque sorte, identifiée chez le patient, comme vous le voyez ici, dans un box, dans une chambre qui évidemment est plombée tout autour. Donc il y a 3 chambres, et à partir de là, on va injecter le patient, et évidemment, au bout de 90 minutes, eh bien, l'examen va se passer. Le patient va donc avoir cet examen. Et à partir de ce moment-là, vous avez donc ici la caméra, justement, le patient est sous la caméra, on a un contrôle avec le manipulateur, et pendant une vingtaine de minutes, donc le patient passe cet examen. Évidemment, c'est tout à fait indolore. Pour le patient, on le met dans des bonnes conditions, on le réchauffe, ça c'est un élément important, parce que quand s'il fait très très froid, automatiquement il se contracte, et évidemment les muscles consomment du sucre, et donc on voit tout sauf la tumeur qui nous intéresse, mais on voit plutôt la chaîne musculaire, ce qui n'est pas recommandé. Donc ça c'est un élément aussi important. Donc le principe qui date du début du XXe siècle, par un Allemand, il s'était rendu compte qu'effectivement, une cellule cancéreuse consommait du sucre. Et à partir de ce moment-là, il y a eu, 1905 aussi à peu près, Warburg avait mis en place, avait identifié cet élément important. Et donc, il a fallu, vous voyez, quelques dizaines d'années après, avec un examen qui est représenté ici, et qui nous permet de voir, là c'est un patient qui, ici, vous voyez, on a bien évidemment le scanner, mais ce qui est très important, c'est ce que vous voyez en jaune, c'est cette consommation de sucre dans ce qu'on appelle ici un lymphome, une maladie de Hodgkin, où là, effectivement, ça devient un examen, dans le cas des lymphomes, dans le cas de la maladie de Hodgkin, un examen incontournable. C'est non seulement incontournable parce que, en termes de diagnostic, dans le jargon, on dit de stadification, savoir en fait tout simplement si c'est grave ou si c'est moins grave, et ensuite surtout de savoir si le patient va répondre à une chimiothérapie. Et ça c'est très important, parce que vous le savez très bien, vous l'avez vu autour de vous, il y a eu, malheureusement tout le monde a eu ces épisodes-là, c'est qu'effectivement il y a des patients qui vont répondre à une chimiothérapie et d'autres non. Et avant le TET scan, on ne savait pas. Et depuis que le TET scan a été mis en place, et ça il faut reconnaître que c'est récent, c'est 2002, parce que, voilà, et c'est Kouchner qui a dit il faut des TET scans en France. Alors, on était le dernier pays en Europe à avoir des TET scans. Le dernier pays. Ah, remarquez, maintenant, on a un parc top niveau. Je peux vous dire qu'on a 70 ou 80 TET scans en France, mais c'est du high level. Mais néanmoins, on s'aperçoit, dans certaines maladies, que c'est incontournable, parce que non seulement on fait le diagnostic, c'est pour ça qu'on est dans le cas du soin aussi, mais aussi, on peut savoir si le patient va répondre ou non à une chimiothérapie. En simple, c'est que il y a un lymphome qui consomme beaucoup de sucre, vous lui mettez une première cure de chimiothérapie, on fait un deuxième TET scan et on voit qu'il y a une diminution importante de la fixation du sucre. Donc là, on peut dire que voilà, il y a une réponse et on peut continuer ce type de chimiothérapie. Vous voyez ? Donc ça, c'est un axe vraiment très important, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Donc voilà un petit peu le principe. Après, sur l'ensemble des cancers, comme je vous le disais, c'est pas pour tous les cancers. Mais les cancers qui nous préoccupent en Basse-Normandie sont à peu près ceux qu'on a un peu sur le plan national. C'est le cancer du poumon, qui est agressif. Malheureusement, on meurt beaucoup du cancer du poumon. On a aussi particularité Basse-Normande, c'est plutôt au niveau des voies ORL, associées à 2 facteurs importants, qui sont et voilà, donc vous avez compris, vous faites un peu de boisson alcoolisée, fortement alcoolisée et le tabac, et vous avez des cancers de ce qui est l'appareil auto, donc pharynx, larynx, etc., etc. Donc ça c'est un élément aussi très préoccupant. Toutes les maladies du sang, enfin pas toutes, mais essentiellement les lymphomes et les lymphomes, donc les maladies de Hodgkin ou non-Hodgkiniens, et puis je passe, mais disons qu'il y a plusieurs types de cancers. Par contre, ce traceur ne marche pas du tout pour le cancer principal de l'homme après 65 ans, qui est le cancer de la prostate. Pourquoi ? Tout simplement parce que le cancer de la prostate, c'est un cancer qui est tranquille, qui est quiescent. C'est-à-dire que les cellules qui sont dans la prostate sont des cellules par rapport à un cancer pulmonaire, eh bien, elles ne sont pas très actives, ne boulotent pas, si vous voulez, du sucre. Donc, c'est pas du tout la bonne technique. Et donc, il y a d'autres traceurs qui sont en cours, mais c'est pas la bonne technique pour le cancer de la prostate. Donc, voilà un exemple typique
et qui arrive, là encore une fois, tous les jours, hein, c'est le patient pour lequel sur une radio pulmonaire, sur un scanner, vous voyez, on voit qu'il y a ce qu'on appelle un nodule pulmonaire. Et bien ce nodule pulmonaire, voilà, c'est, là encore une fois, grâce au TET scan, maintenant je dirais le deuxième filtre, pour savoir tout simplement si il est malin, ou s'il est cancéreux, ou s'il n'est pas cancéreux. C'est très important, tout simplement en regardant s'il va consommer du sucre, ou s'il ne consomme pas de sucre. S'il ne consomme pas de sucre, c'est-à-dire qu'on ne verra pas de fixation, eh bien, on va surveiller le patient, bien évidemment. Et puis, au contraire, si, comme vous le voyez ici, sur les images de fusion entre le scanner et le TET, eh bien, il y a une fixation importante du traceur glucosé. Et là, eh bien, on va aller voir ce qui se passe. Parfois une intervention, parfois une biopsie. Un exemple aussi, là, c'est catastrophique, mais dans le cas, parce que je sais qu'à Cherbourg, on a eu ces cas de figure, on appelle, vous savez, le mésothéliome, c'est-à-dire lié à l'amiante, donc le cancer qui va toucher non seulement toute la plèvre, vous voyez que tout le poumon ici de ce patient eh bien, est complètement consomme beaucoup de sucre, mais aussi, et ce qui avait, grâce au TET scan, était la possibilité d'identifier d'autres localisations au niveau de l'abdomen. Donc, juste pour, vous voyez sur une pièce qu'on appelle anatomique, vous voyez que le mésothéliome, voilà, c'est tout ça, c'est cette espèce de gros machin qui pousse complètement le poumon. On imagine bien que les patients, eh bien, malheureusement, ne survivent pas. Alors, un autre exemple, eh bien, c'est celui-là, c'est le patient, vous voyez, qui a, là encore une fois, au niveau abdominal, vous voyez le foie qui est ici, hein, on voit ici les hanches, on voit le cadre osseux, et là, une fixation très importante qui correspond à un lymphome de Hodgkin. Alors, sur un deuxième aspect, on rentre un petit peu maintenant non plus sur le diagnostic, mais sur le traitement. Pourquoi le nucléaire peut soigner? Eh bien, il peut soigner parce que, effectivement, on peut tout simplement, soit le patient, on peut effectivement injecter un produit radioactif dans le sang, soit par la bouche, et ça c'est très fréquent dans certains cas de figure, hein, si on a, par exemple, je dirais, la personne âgée de 82 ans, et puis qui a une thyroïde qui est voilà, très 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 grosse, on appelle un boîte thyroïdien, et puis malheureusement on ne peut pas l'opérer, etc., etc. Mais le problème c'est que cette patiente elle est ce qu'on appelle en hyperthyroïdie, donc elle est complètement excitée, et elle a des éléments qui sont un petit peu, le pouls s'accélère, donc comment on fait? Eh bien on peut faire un traitement, justement, pour détruire sa glande thyroïde par eh bien, un élément donc, radioactif. Donc on donne une gélule au patient et ça permet de soigner très tranquillement ce type de maladie. Ou alors, et ça c'est Jean Dachary qui vous en parlera, l'aspect, je dirais, radiothérapie externe, qui est un autre élément. Alors, élément important, et qui est de plus en plus mis en action dans les centres anticancéreux, c'est ce qu'on appelle des radiothérapies ciblées. C'est-à-dire qu'on va injecter des produits radioactifs, hein, soit par voie intraveineuse, et avec ciblé. C'est-à-dire qu'on va permettre, avec parfois des anticorps, qui vont être ciblés sur une certaine fonction d'un organe, soit sur les membranes, soit à l'intérieur de la cellule, etc. Et ils vont activer, ils vont détruire de façon très particulière la tumeur. Donc ça, c'est des éléments tout à fait nouveaux. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de différents types de cancers où ça marche très bien. Donc, c'est une radiothérapie ciblée donc, par voie interne, donc on n'est pas du tout dans ce qu'est la radiothérapie externe, dont on parlera après, et ce sont des radioéléments. Donc, ce sont bien évidemment des examens que l'on peut utiliser dans les centres anticancéreux. Donc, vous voyez qu'on a des médicaments qui vont être ce qu'on appelle un tropisme tumoral, bien précisé, et donc ont une action spécifique. Alors, soit sur la tumeur initiale, soit, et ça arrive aussi sur les métastases osseuses. Je rappelle que ça fait très très mal, et l'élément important, c'est d'être endalgique. Et donc, je vous montrerai justement un exemple de radio. Vous voyez, c'est la médecine nucléaire, les radioéléments qui vont permettre de diminuer les douleurs de ces patients qui ont des métastases osseuses. Voilà un autre exemple. Alors, bon, sans rentrer trop dans les détails, ce qui est important, c'est que dès que vous
vous allez irradier par une injection, par exemple, eh bien ça va tirer évidemment sur ce qui est important, c'est-à-dire les cellules tumorales, mais parfois aussi ça peut tirer à côté, c'est-à-dire sur les cellules de voisinage. Il ne faut pas non plus que ça aille sur les cellules saines, hein, c'est tout l'élément important entre je cible en quelque sorte la tumeur et j'essaie de ne pas trop tirer à côté sur les cellules saines. Et puis, bien évidemment, il y a un élément aussi important, c'est que lorsque vous avez asséné une partie d'une cellule, un organe, avec un certain rayonnement, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon, donc soit vous tirez, vous tuez immédiatement, soit vous tuez, mais de façon différée. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la mort différée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez modifier complètement le génome des cellules, et automatiquement, il va prendre un coup sur l'ADN. Vous allez voir que, automatiquement, il va se passer à la fois une attaque donc, de l'ADN, donc de cet hélice que vous connaissez bien, ou alors une attaque des membranes, donc de ce qui est autour de qui est autour de la cellule, ou alors à l'intérieur de la cellule, et donc automatiquement, vous allez avoir des survies qui vont être soit vous n'allez pas tirer sur le génome, soit vous allez atteindre le génome, et ensuite vous allez créer une mort différée de la tumeur. Voilà la représentation très simple. Et ça, ce sont des effets donc, de rayonnement. Le rayonnement va casser le bras de l'ADN, et à partir de ce moment, il va plus y avoir de possibilité de réparation de l'ADN, et donc la cellule va mourir. Un exemple typique, comme je vous disais, cancer de la thyroïde, eh bien, on peut faire deux étapes pour le cancer de la thyroïde, c'est le plus simple à comprendre. La thyroïde vient ici, au niveau du cou. À partir de là, on va injecter un produit qu'on appelle iode 131 qui va nous permettre de faire une imagerie à la fois de la tumeur et savoir s'il y en a autour, c'est-à-dire des métastases. Et en fonction de ça, on va pouvoir ensuite donner au patient un traitement à base d'iode 131 et on va suivre l'imagerie de ce cancer pour savoir si on est efficace ou pas efficace. Donc, vous voyez, de temps en temps, on a le tout en un. Donc ça, c'est un élément important. Alors, bien évidemment, là encore une fois, on est dans des doses assez importantes, donc ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait dans un circuit vraiment protégé. Donc, il y a certaines chambres, par exemple à Baclès, où on a l'autorisation de donner ce type de traitement, puisqu'on est de l'ordre de 3 gigabécrels. Ça nécessite plusieurs jours d'hospitalisation. Pourquoi ? Vous l'avez vu tout à l'heure, hein, la radioactivité, c'est un phénomène qui est toujours exponentiel, c'est-à-dire que ça démarre, et puis ça décroît, mais en fonction du radioélément, eh bien c'est parfois plusieurs heures, donc ça veut dire qu'en fait il faut multiplier 5 fois ce qu'on appelle la demi-vie, la période, donc à partir de là, on voit que ça peut être 3 jours, 4 jours, 5 jours, pour qu'il n'y ait plus, en tous les cas, de radioactivité. Il faut que ce soit dans la circuit fermée, la personne doit uriner dans une chambre où il y a des WC adaptés, on verra qu'il n'y a pas possibilité de contact avec d'autres personnes, hein, parce que, évidemment, là, il y a une radioactivité qui est assez importante. Rien à voir avec une imagerie, hein, parce que de temps en temps, une fois j'ai fait un truc à Cabourg il n'y a pas très longtemps, il y avait les médecins, pour demander une scintigraphie osseuse, pour des patients qui avaient 80 ou 85 ans, donc bon, pour savoir s'il y avait une fracture vertébrale, très bien, ils demandent l'examen, et puis la question me pose, mais après l'examen, est-ce qu'il faut isoler la patiente ? Isoler, mais pour faire quoi ? Oui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on la met dans un truc hyper protégé où personne ne peut la voir. Je dis non, déjà, ce 85 ans, si vous l'isolez déjà, vous pouvez dire qu'elle va mourir après. Donc c'est pas ça l'élément, c'est que la scintigraphie, en l'espace de 30 heures, c'est fini, il n'y aura plus de radioactivité. Puis c'est rien, c'est une radioactivité qui fait vraiment quelques millisieverts. Donc vous voyez que même chez nous, hein, vous voyez que la communication, elle ne passe pas forcément. La médecine nucléaire, c'est pas un truc où on est, je dirais, hyper dangereux, pas du tout. Là, sur le traitement, c'est autre chose. Tout doit être bien coordonné. Voilà l'exemple typique de quelqu'un donc, vous voyez, a une fixation lorsqu'on fait une scintigraphie à l'iode, une tumeur de la thyroïde. Donc, et puis, 10 jours après, là, on voit qu'il y a d'autres localisations, puisque en fait, on fait des images à plusieurs jours d'intervalle, et il y a d'autres images qui sont plus inquiétantes parce que, effectivement, il y a des métastases
chez ce patient. Un autre exemple, là encore une fois, qui se fait au centre anticancéreux, pas au CHU, parce qu'au CHU on n'a pas les chambres protégées, c'est dans le cas de figure, et malheureusement c'est fréquent, de gens qui ont très mal parce qu'ils ont des métastases osseuses et les antalgiques ne font pas bien, les morphiniques ne font pas assez, et donc on peut proposer un traitement par une radiothérapie, ce qu'on appelle métabolique. Ça veut dire quoi? Ce sont des radioéléments qui vont aller au niveau du métabolisme osseux et qui vont permettre de diminuer, d'être plutôt antalgique. C'est chez les patients et essentiellement, le plus souvent, chez les hommes, puisque c'est les gens qui le plus souvent ont un cancer de prostate. Donc là, c'est des autorisations, bien sûr, en France. Un exemple, voilà, ça c'est une scintigraphie classique osseuse de quelqu'un qui malheureusement a des métastases osseuses un peu partout, au niveau de la tête, oui, ça c'est pas bon, et donc au niveau du rachis aussi. Et bien évidemment, on peut faire un examen avec le samarium, qui est un radioélément qui va nous permettre aussi de suivre le patient. On le traite et on le suit par l'image. Donc vous voyez que ça, c'est un élément assez intéressant. Un autre traitement, c'est le traitement des lymphomes par une radiothérapie ciblée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme vous le voyez ici, on va avoir des anticorps, donc on va injecter en quelque sorte aux patients des anticorps qui sont représentés ici par ces petits Y. Mais ces anticorps, donc qui vont être ciblés sur une tumeur, sur les parties de la tumeur de façon bien précise au niveau des lymphomes, eh bien, hop, on leur met un petit truc, là, un petit rayonnement, et on va pouvoir, en quelque sorte, justement, l'identifier par l'imagerie et suivre le traitement de ces patients. Voilà un examen d'un patient où, malheureusement, vous voyez, il y a un lymphome aussi, une fixation très importante abdominale, et puis 6 semaines après, eh bien, une diminution de façon drastique de cette fixation pathologique qui permet de dire que le traitement a bien fonctionné chez ce patient. Alors, radioprotection, je ne voudrais pas, je suis un peu long là, donc je vais un petit peu pour les gens. Simplement, vous dire que, encore une fois, tout est dans le cadre de la radioprotection au niveau des traitements, c'est fondamental. Donc là, encore une fois, vous voyez qu'il y a des écrans, il y a des enceintes plombées. C'est très très lourd aussi, parfois même pour les manips, d'aller soulever le truc. On avait fait le calcul pour de l'imagerie, oui, même très très simple. On fait 14 patients par jour. 14 patients par jour. À un moment donné, le fait de soulever les trucs, les chapes de plomb, de remettre le truc, d'enlever, de dévisser, de remettre, etc. Une manip manipule 5 tonnes. Voilà, c'est plusieurs dizaines de kilos, d'accord? Et donc après, on s'étonnait qu'on avait des gens qui avaient un peu des douleurs dans les articulations, vous voyez, des problèmes au niveau des tendinites, etc. Donc voilà, c'est pour vous dire que voilà, il y a quand même une radioprotection et que la complication de la radioprotection fait qu'après, on crée des maladies chez des gens qui ne devraient pas l'avoir. Donc ça, c'est important. Alors, on a des écrans, et comme on fait, vous voyez, des seringues, donc on va injecter par exemple le produit à un patient, de la même façon, tout doit être protégé. Là, c'est du plexiglas, il y a des protèges seringues également, donc tout est vraiment confiné de façon très très précise. Voilà une chambre, donc ça c'est ma collègue de Nantes qui m'avait posé ça, donc une chambre, sauf que effectivement dans cette chambre il y a quand même du béton, c'est-à-dire qu'autour vous avez quand même du plomb, vous avez des choses qui font qu'effectivement il y a un rayonnement important, et donc il ne faut pas que ça passe à travers. Donc les toilettes c'est des cuves, et puis bien évidemment les patients et le personnel, eh bien c'est un contact, mais encore une fois qui se fait de façon très précise, il n'y a pas de visite. Donc voilà un petit peu, et évidemment le plus souvent, vous avez les toilettes, ça va sur une cuve à décroissance qui est tout en bas plongée, et puis bien évidemment ça va dans les égouts après, mais avec un certain temps, c'est pas tout de suite reversé, mais sinon après vous imaginez bien qu'il y a des gens qui vont compter avec le compteur Gégère pour savoir si ça. Donc voilà, stockage de tous les objets contaminés, bien évidemment. Et puis bien sûr de toujours avoir des éléments très simples, mais de boire, tout simplement de boire parce que, comme vous le savez, ça va être éliminé par les urines. Et puis, alors, de temps en temps, on pose la question, mais, voilà, évidemment, là encore une fois, bien comprendre deux aspects. L'aspect imagerie pure ou l'aspect
l'aspect traitement pur. Quand c'est imagerie pure, c'est des doses qui sont très faibles, et donc bien sûr, les gens me disent mais est-ce que je peux après voir quelqu'un, évidemment, est-ce que je peux avoir un contact avec quelqu'un, bien évidemment. On peut boire, mais là encore une fois, on n'interdit pas de vivre aux patients. Donc, différentes indications, la thyroïde, les métastases osseuses, c'est quelque chose de très important, les lymphomes, et puis là, prochainement à Caen, on met en place un projet avec les radiologues sur les cancers du foie, et là encore une fois, c'est exactement le même principe avec ce qu'on appelle les triomphes. Donc, in fine, c'est les deux dernières diapositives, et après je laisse la parole à Jean. Sur l'aspect de la médecine nucléaire, il y a deux aspects. L'aspect de l'imagerie, et là, c'est ce qu'on appelle le diagnostic, et vous avez entendu parler de tout ce qui est scintigraphie cardiaque. Vous avez vu la presse récemment, vous avez vu qu'on avait une caméra toute nouvelle en cardiologie, étant cardiologue. Donc, c'est juste pour vous donner l'information, si vous n'avez pas vu. Et il y a le TET scan, plutôt sur la partie oncologie, pour l'instant. Et les seules contraintes, je dirais, il y en a quasiment pas, puisque la personne, elle peut arriver le matin, elle arrive, on fait l'examen, elle repart tout de suite. Alors, bien sûr, pas chez les femmes enceintes, parce que, évidemment, c'est un règlement, mais on n'a aucune preuve, puisqu'il n'y a jamais eu d'expérience chez les femmes enceintes, tout simplement parce qu'il n'y a pas, aujourd'hui, d'expérimentation animale chez les animaux enceintes. C'est pas pareil. Une femme enceinte est tout à fait originale dans son domaine, on peut faire des expériences sur d'autres animaux, mais ici c'est pas possible. Donc la médecine nucléaire, où on l'a en Basse-Normandie, si vous ne le savez pas, je vous le dis, vous avez un centre à Écamonville, vous avez un centre à Caen, et je dirais il y a deux services de médecine nucléaire, un au CFP, un au CHU, et un récemment qui s'est installé à Avranches. Pour la partie traitement pur, c'est BACLES, c'est-à-dire le centre anticancéreux, puisque c'est le seul qui est autorisé, labellisé avec ses chambres. Et là encore une fois, bien évidemment, les contraintes sont beaucoup plus importantes puisque c'est du traitement. Donc, ai-je bien répondu à la question? On peut le dire en plusieurs langues, s'il y a des gens qui ne sont pas français aussi. Je pense qu'effectivement, c'est tout à fait possible que le nucléaire, non seulement permette de faire de l'image, de faire du diagnostic, et puis surtout, vous l'avez bien compris, de faire du traitement dans différents types de cancers, et de suivre même certains traitements par l'imagerie du patient. Merci. J'ai la chance de passer après deux remarquables orateurs qui ont très bien campé le sujet. Denis vous l'a dit, on peut effectivement diagnostiquer et traiter les patients avec le nucléaire. Bon, finalement, je ne peux rien dire, si ce n'est peut-être de dire qu'en plus de la radiothérapie métabolique, dont il va avoir quasiment parlé, il y a ce que l'on appelle classiquement la radiothérapie, qui, en fait, comporte deux autres types de radiothérapie. La radiothérapie externe, avec des gros appareils qui envoient des faisceaux d'irradiation sur les gens, et la radiothérapie proche, qui est la curithérapie, que les Américains appellent la brachythérapie, ce qui veut bien dire la radiothérapie de près, qui elle a plusieurs formes, soit la curithérapie interstitielle, lorsque les sources radioactives solides sont à l'intérieur du patient, dans les tissus, soit la curithérapie de contact ou plésio-curithérapie. Voilà, plein de termes barbares, mais vous allez mieux comprendre. Alors, il ne faut pas que je me passe. Un petit coup. Vers le bas. Voilà. Donc, cette diapositive, Jacques Foss vous l'a beaucoup plus expliqué que je ne pourrais le faire. Deux découvertes capitales, le 28 décembre 1995 et décembre 1998. 28 décembre 1995, Röntgen publie à la Société de physique de Wolfsburg sa découverte des rayons X et il donne cette radiographie de la main de Bertha. C'est la première radiographie, on devine très facilement que le radiodiagnostic va démarrer tout de suite après. En décembre 1998, le radium était déjà découvert, mais il est véritablement isolé par Pierre et Marie Curie. À partir de là, c'est la porte ouverte à la curithérapie.
Alors, ce qui est remarquable, c'est que ces deux découvertes font beaucoup de bruit. Probablement pour la première fois dans l'histoire des sciences, elles vont être extrêmement médiatisées. Premièrement, dans les journaux scientifiques spécialisés, mais aussi dans la grande presse. Alors, il n'est pas étonnant de voir que d'emblée, on va faire des radiodiagnostics, mais ça, Röntgen avait ouvert la voie avec la radiographie de la main de Bertha, mais on va aussi faire de la radiothérapie. Rappelez-vous, c'était le 28 décembre 1995, et au mois de janvier, moins d'un mois après, au mois de janvier 1996, un jeune Américain de Chicago, va essayer pour la première fois les rayons X sur le sein d'une dame qui récidive localement et qui a une horrible tumeur qui ne répond plus aux autres traitements. Et ce traitement va, paraît-il, s'avérer relativement efficace. On a tendance en France à penser que le premier radiothérapeute n'est pas Émile Grubé, mais plutôt Victor Depeille. Victor Depeille était un Savoyard, des Échelles, qui était médecin à Lyon, et qui, au mois de juillet, donc 6 mois après, au mois de juillet, va irradier pendant toute une nuit l'estomac d'un jeune gars de 32 ans qui a une énorme tumeur gastrique pour lequel on ne peut plus rien. Et ceci va être publié dans Lyon Médical de juillet 1896. Et Victor Depeille estime que les souffrances de ce monsieur ont été atténuées. Bien sûr, il va mourir dans la semaine. Vous voyez sur la droite un autoportrait de Georges Sigotto, qui est un médecin parisien, qui se peint lui-même en train d'irradier le sein d'une dame qui irradie avec un tube de Crookes. Et vous voyez à la main, il tient un chronomètre. C'est très important, le chronomètre, c'est la durée du temps d'irradiation, et cette durée est directement reliée à la dose. 1898, l'isolement du radium, eh bien, en 1901, en même temps que Pierre Curie, et Jacques Foss vous l'a montré, en même temps que Pierre Curie envoie un papier à l'Académie des sciences pour dire que probablement ces rayons peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques, en même temps, Henri Danlos, qui est un dermatologue de l'hôpital Saint-Louis, vous savez que l'hôpital Saint-Louis, c'est là que la dermatologie a été inventée, a été découverte par le docteur Fournier, et bien Henri Danlos demande un petit peu de poudre de radium pour traiter des lésions cutanées. Et ces traitements vont s'avérer relativement efficaces. Comme vous le voyez sur cette photo, ce n'est pas la première photographie qui authentifie une guérison d'une lésion cutanée par les rayons X. La première expérience date de 1899 et il y a une photo qui a été prise 30 ans après pour authentifier ce succès. Malheureusement, je ne peux pas vous présenter, mais en revanche, j'ai pu avoir cette photo d'un patient qui a été traité par rayons X en 1902 à Stockholm, avec probablement un épithélioma vasocellulaire de la pointe du nez. Vous voyez qu'en 1912, le patient se porte bien, qu'il n'a pas de radiolésion et qu'il n'a plus de tumeur. Ces observations vont être à la naissance de la radiothérapie. Dès 1913, l'industrie du radium est créée, avec en physique Marie Curie et en médecine Claude Rodeau. Arrive la guerre, vous savez que Marie Curie et sa fille Irène vont servir comme ambulancières au service des poilus. Bien entendu, on ne parle plus de radiothérapie. En 1920, la radiothérapie se structure, et c'est une première mondiale qui est admise sur le plan international. Dire que la radiothérapie se structure, c'est dire que la radiothérapie est en voie de création. Ça devient un traitement des tumeurs, en règle générale, parce qu'à l'époque, on traite autant les tumeurs bénignes que les tumeurs malignes par les rayons. Elle se structure autour d'Henri Coutard, qui est le premier à montrer que quand on veut irradier quelqu'un, il vaut mieux faire plusieurs séances espacées de 24 heures, parce que les Allemands, à la même époque, disaient qu'on fait une séance globale et c'est bon. Ben, en fait, Henri Coutard montre qu'en fractionnant la radiothérapie, il a la même efficacité sur la tumeur, mais qu'en revanche, les tissus sains supportent mieux le traitement. Viendront ensuite Antoine Lagassian et François Baclès. François Baclès, lui, va s'occuper d'essayer de conserver les seins. C'est-à-dire que lorsqu'on a une tumeur du sein, on peut peut-être enlever la tumeur, laisser le sein en place, et ensuite, par une radiothérapie complémentaire, avoir le même résultat que si on enlevait le sein. C'est très important, car à l'époque, on vivait sous le dogme d'Eichstätt. Eichstätt, c'était 1895 et 1896. C'est les mêmes années que les
découvertes de Röntgen. Einstein était aux États-Unis sur la côte ouest et il avait montré, il avait découvert pour la première fois le traitement du cancer du sein par une opération extrêmement mutilante mais qui donnait des résultats. Donc, à cette époque, on a des succès ponctuels, certes, vous l'avez vu sur la diapositive précédente. Mais les rayons X qu'on utilise sont très peu pénétrants. On est limité à ce que l'on appelle l'érythematosis. C'est-à-dire que lorsqu'on veut irradier une tumeur en profondeur, on fait rougir les tissus superficiels, et en particulier la peau, et on est très vite limité par ce coup de soleil que donnent les rayons. On sait que si on veut avoir une dose plus importante en profondeur, il faut continuer à irradier, mais qu'à ce moment-là, on aura un ulcère cutané lié à ce coup de soleil. Et cela gêne beaucoup dans l'utilisation de ces rayons, surtout si on peut irradier une tumeur profonde. On a de fortes réactions cutanées, des complications. Alors on a l'idée d'utiliser, le terme n'est pas très agréable, une bombe au radium, c'est-à-dire qu'on dispose, grâce à Marie Curie, du radium, mais le radium a une énergie de l'ordre de 800 kelvin, donc une énergie bien supérieure à celle des rayons X de l'époque, et si on met une quantité suffisante de radium dans une bombe, on a possibilité d'effectuer ce que l'on appelle une télécurithérapie, c'est-à-dire une radiothérapie externe. Et là, vous voyez la bombe au radium de l'Institut Curie. Il y en a eu par la suite une à l'Institut du cancer à Villejuif. L'Institut du cancer, c'est ce qui est devenu l'Institut Gustave aussi par la suite, et qui avait été créé à Villejuif en 1920. Alors, le véritable tournant de la radiothérapie, c'est les années 50. Grâce au remarquable progrès technologique de la physique nucléaire d'une part, de l'imagerie d'autre part, on va pouvoir passer de la radiothérapie conventionnelle, celle que l'on vient de voir, celle qui n'est pas très performante, à la radiothérapie dite de haute énergie. Rien à voir avec ce que l'on appelle haute énergie en physique nucléaire. C'est extrêmement difficile, comme complication, extrêmement difficile à tolérer par le patient et extrêmement difficile à traiter. C'est un peu la hantise du radiothérapeute, très pratique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer les choses? Le challenge du radiothérapeute, son rêve, c'est toujours le même, c'est stériliser la tumeur et avoir un minimum de séquelles. Alors, on va pouvoir jouer sur deux choses. Premièrement, sur la physique des vaisseaux, qui va permettre d'avoir une balistique optimale de traitement, de manière à délivrer toute la dose voulue tumorale, certes, c'est mieux que sur une sous-dose, mais en même temps, épargner le plus possible les tissus sains de voisinage, et en particulier parmi ces tissus sains, des organes particulièrement à risque. Ça, c'est la physique du vaisseau. On va aussi jouer sur la biologie du rayonnement. Et ça, Denis vous l'a dit, tous les rayonnements n'ont pas la même efficacité sur les tissus. D'abord, il y a la manière de faire la radiothérapie, le facteur temps. On l'a vu, le fractionnement, l'étalement permettent d'avoir un meilleur effet différentiel des tissus sains par rapport aux tissus tumoraux. Chaque fois qu'on fractionne la dose, entre deux fractions, les tissus sains ont tendance à réparer leurs petites radiolésions, qui sont des lésions sublétales, tandis que les tissus tumoraux ne savent pas le faire. Voilà pourquoi, au bout du compte, à la fin du traitement, la tumeur est stérilisée et les tissus sains ne sont pas trop abîmés. Il y a aussi des modificateurs de la réponse biologique, par exemple les chimiothérapies concomitantes. Et puis, Denis vous l'a dit, il y a le type du rayonnement qu'on va utiliser qui va avoir un effet biologique relatif. Alors jusque-là, on n'en parle pas trop parce que c'est pas trop le problème. On utilise des photons et des électrons. Et l'effet biologique relatif des photons et des électrons, il est de 1. Donc la question ne se pose pas. Mais plus tard, on va découvrir d'autres types d'irradiations, les particules alpha, les neutrons, les ions carbone, qui ont un effet biologique supérieur. Et à ce moment-là, on se dira, pour des lésions très radiorésistantes, il vaut mieux utiliser ces rayons-là. Et c'est ainsi qu'on va optimiser la radiothérapie photonique, on va le voir. On va optimiser la curithérapie, qui est toujours là, fidèle au poste, mais bien meilleure qu'avant. Et on va déboucher dans la radiothérapie, et ça, c'est quelque chose qui est au programme en Basse-Normandie. Donc, quelque chose qu'on ne peut pas ignorer.
Alors, les progrès balistiques, hein, je vous ai dit, il y a les progrès de la balistique et il y a les progrès de la biologie. Les progrès balistiques vont permettre d'arriver vers des rayons qui ne brûlent plus, comme le disait Alain Laugier, qui a formé nombre de radiothérapeutes en France. Vous voyez, les rayons de la radiothérapie conventionnelle, la radiothérapie de contact et la radiothérapie de sang gavé. Dès qu'on arrive au cobalt, on a des rayons beaucoup plus performants qui pénètrent beaucoup plus profondément dans le corps. Et alors, ce qui permet au cobalt de traiter assez bien les tumeurs qui ne sont pas très profondes. Dès qu'on veut irradier des tumeurs beaucoup plus profondes, il faut des photons de 18 mètres. Et puis, le problème de ces rayons-là, c'est qu'ils ne traitent pas les tumeurs superficielles. Qu'à ça ne tienne, on utilise les électrons, puisque ces photons de 18 mètres sont des photons de freinage qui sont fournis par des accélérateurs linéaires d'électrons, c'est donc qu'il y a des électrons. Et bien, si on utilise des faisceaux d'électrons, on peut irradier les tumeurs superficielles. Voilà pourquoi, peu à peu, dans les années 70, le cobalt disparaît au profit des accélérateurs linéaires d'électrons qui irradient à la fois le profond et le superficiel par deux types de rayons différents, alors que le cobalt faisait tout, mais pas parfaitement. Problème, qu'en est-il des organes à risque? Si les organes à risque se trouvent devant la cible ou derrière la cible, et bien pour recevoir une forte dose. Alors là, on a une astuce, on peut multiplier les portes d'entrée en se débrouillant pour que les portes d'entrée, les faisceaux qui pénètrent par différentes portes d'entrée, évitent ces organes à risque. C'est bien, mais on le fait pas c'est pas très pratique à réaliser parce que à cette époque-là, dans les années 70, on n'a que de la dosimétrie 2D, on n'a pas d'imagerie 3D. Et voilà le progrès qui arrive grâce à l'imagerie 3D. Voilà ce qui est maintenant le standard international de radiothérapie, c'est la radiothérapie conformationnelle 3D. C'est le traitement standard. On obtient un gain de précision grâce au scanner 3D qui reconstruit toutes les images en 3D. Il va donc être possible de contourer les organes à risque. Vous voyez les yeux, vous voyez les nerfs optiques, le chiasma qui est là. Vous voyez ici la moelle épinière, vous voyez ici le tronc cérébral. Tout cela, c'est des organes à risque qu'il faut préserver le plus possible. Et vous voyez ici en bleu de dessiner le volume tumoral. Alors ce volume tumoral, c'est pas lui uniquement qu'on veut irradier. On veut irradier plus large. On veut irradier le PTV, c'est-à-dire le volume cible planifié. C'est-à-dire le volume tumoral, plus les expansions tumorales possibles, plus une marge de sécurité due aux éventuels mouvements de la cible. Et vous voyez ici le PTV. C'est ça qu'on veut irradier. Et voilà la dosimétrie sur le scanner du patient qui va, avec une marge supplémentaire qui est la marge physique, qui va permettre d'irradier deux volumes à des doses différentes. Premièrement, un volume fortement dosé ici, qui correspond à la tumeur véritable. Deuxièmement, ici, un volume plus large à moins grande dose, qui correspond aux extensions microscopiques de la tumeur, qui n'a pas besoin d'avoir la même dose. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec ce système-là, on sait exactement quelle dose on a aux organes cibles, et à ce moment-là, on sait quelles sont les doses à ne pas dépasser. Si on dépasse 55 degrés au niveau du chiasma optique, on peut être aveugle. Pas tout de suite, mais un an ou deux après. Donc on fait très attention. Si on dépasse 45 degrés à la moelle épinière, on peut avoir ce qu'on appelle une myélite, qui peut se traduire par une section de moelle et par une tétraplégie. Quand il est au niveau du cou, une paraplégie quand c'est au niveau du dos. Donc on a les moyens, avec cette radiothérapie conformationnelle 3D, on a les moyens de savoir exactement si on fait la bonne dose au bon volume cible. Là, par exemple, à ce volume-là, on veut arriver à une dose d'au moins 60 degrés. En revanche, dans ce grand volume ici, on ne peut pas dépasser 55 degrés. Et on sait exactement les doses aux organes cibles. Et dans les comptes rendus actuels des radiothérapeutes, se trouvent non seulement les doses qui ont été données aux volumes cibles, mais aussi les doses qui ont été données aux organes à risque. Ça, c'est la base. Et alors, à partir de là, on va améliorer. On a plusieurs possibilités d'améliorer. En particulier, la radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité.
Ce qui nous permet, grâce à un logiciel de planimétrie, si vous voulez, dans la radiothérapie conventionnelle, on dit, voilà, on veut avoir 60 degrés à ce PTV qui est là. Et puis, on veut surtout pas dépasser 45 degrés à la moelle. Et puis, on applique soi-même sa balistique de vaisseau de manière à faire un traitement qui tienne la route. Il y a mieux. On dispose maintenant de logiciels de planimétrie inverse. Alors, on dit, on veut avoir ici 70 degrés. On veut avoir ici 50 degrés parce qu'il y a une probabilité de tumeur microscopique. On veut qu'ici, il n'y ait pas plus de 40 degrés parce que c'est la moelle. Et on veut qu'il n'y ait pas de dose ou un minimum de dose ici parce que c'est la parotide gauche et ici parce que c'est la parotide droite. Et grâce à un logiciel de planimétrie inverse, la machine nous dit exactement quels sont les vaisseaux qu'il faut faire et quelles sont les doses qu'il faut donner par tous ces vaisseaux. Alors bien entendu, ce n'est pas uniquement lié à cette imagerie 3D, c'est lié aussi à des progrès technologiques sur l'appareil qui dispose notamment de collimateurs multinames. Voilà un petit peu le fin du fin, et ça c'est le fin du fin avec un accélérateur linéaire banal, mais maintenant, vous avez encore mieux, vous avez des appareils qui sont encore plus sophistiqués, comme la tomothérapie, qui est en marche depuis quelques temps maintenant au centre François Bagnès. Cette tomothérapie, c'est à la fois un scanner et un accélérateur de radiothérapie. Elle va irradier les gens sur un mode hélicoïdal, exactement comme on fait les scanners. Et à chaque traitement, il y a un scanner de contrôle qui permet de repositionner le patient. Donc, premièrement, on sait qu'il n'y a pas d'erreur de positionnement. Et puis, deuxièmement, avec cet appareil, on va traiter des beaucoup plus grands volumes qu'avec la radiothérapie conformationnelle que je vous ai montré. Parce que comme c'est un traitement hélicoïdal, le patient s'enfile dans le trou du scanner que vous voyez là, et en même temps, il est irradié. C'est un progrès notable en matière de technologie, de sophistication de l'appareil. Il y a quand même un prix à payer, c'est qu'il y a beaucoup de volumes irradiés à très faible dose. Or, ces faibles doses de la radiothérapie, on a appris à s'en méfier. Elles sont peut-être plus dangereuses que les faibles doses dont on se méfie pour la radioprotection, parce que ce n'est pas du tout les mêmes faibles doses. Les faibles doses de la radiothérapie sont en général 100 à 1000 fois supérieures aux doses qui nous inquiètent dans la radioprotection. Donc voilà un petit peu le fin du fin en tant que modulation, en matière de modulation d'intensité. Et voilà ce que ça donne pour une tumeur ORA irradiée par tomothérapie. Vous voyez comme les parotides sont protégées, et là vous avez une dose de 25 degrés à la moelle, ce qui est bien inférieur à 40 degrés. Alors qu'en est-il de la cryothérapie? Elle bénéficie elle aussi des progrès de l'imagerie. Je vais vous donner l'exemple d'une cryothérapie de sein, vous la voyez là, vous voyez ici des fils, des tubes, qui ont été mis pendant l'opération du sein de la dame et dans lesquels un téléprogesteur de source d'iridium va pouvoir envoyer des sources d'iridium. Là, on bénéficie d'une dosimétrie 3D beaucoup plus performante. Alors, la cryothérapie de sein était un peu tombée en désuétude ces derniers temps parce qu'une dame qui a un cancer du sein, mais d'abord, il faut l'opérer pour enlever sa tumeur. Et puis, ensuite, si on fait une cryothérapie, il faut la réopérer. Ça fait finalement 2 opérations, c'est pas drôle. Et après tout, on peut très bien l'irradier de manière externe. Donc, on n'est pas obligé de faire cette cryothérapie. Mais la cryothérapie de sein revient à la mode parce qu'on part maintenant, c'est en cours d'évaluation, vers des traitements qui ne sont plus des traitements de l'ensemble du sein, mais du cadran seulement du sein où se trouvait la tumeur. À partir de là, on n'a pas besoin de donner les mêmes doses que pour la totalité du sein. Et à ce moment-là, dans la même opération, on peut enlever la tumeur de la dame, mettre ces tuyaux qui vont contenir plus tard de l'iridium radioactif, de l'iridium 192, et simplement, au bout d'une semaine, quand la dame sort de l'hôpital où elle a été opérée, elle a été aussi irradiée. Ce qui fait qu'en une semaine, elle a tout fini. Bon, ce sont des traitements qui sont en cours d'évaluation.
Deuxième type, la cryothérapie la plus célèbre, qui s'est améliorée au cours de ces dernières années, mais qui existait déjà depuis les années 20, c'est la cryothérapie du col de l'utérus avec du césium-137. Je n'en parle pas, elle s'est améliorée, mais c'est une valeur sûre. Il y a en revanche une cryothérapie qui tient maintenant le haut du pavé, c'est la cryothérapie des cancers de la prostate. Vous savez que le cancer le plus important était jusqu'à présent le cancer du sein. Eh bien, en 2010, il y a eu en France 50 000 nouveaux cancers du sein, il y a eu 70 000 cancers de la prostate. Alors bien sûr, c'est un effet un peu d'annonce qui est lié au dépistage. Les nombres vont descendre, mais on pense que dans l'avenir, il y aura plus de cancers de la prostate chaque année que de nouveaux cancers du sein. Et donc ces cancers de la prostate, il faut les traiter. Et on sait depuis fort longtemps maintenant que lorsqu'on a affaire à de petits cancers de la prostate, grosso modo, les cancers de la prostate, on les classe en 3 classes. Premièrement, les cancers de bon pronostic, les cancers de pronostic intermédiaire et les cancers de mauvais pronostic. Eh bien, si on se résume aux cancers de bon pronostic, on a 3 traitements qui permettent de guérir le patient. Soit la chirurgie avec ses défauts, soit la radiothérapie externe avec ses défauts, soit la cryothérapie ou la protonthérapie. Aux États-Unis, ils sont très protonthérapie. Nous, en France, on est très cryothérapie. Tout ce que je peux vous dire, c'est que lorsque vous traitez par cryothérapie à iode 125 un petit cancer de la prostate, sur une vue non pas scanner, mais c'est une vue d'IRM, vous voyez que toutes les imageries permettent d'améliorer la radiothérapie. Là, on préfère l'IRM au scanner. Eh bien, vous voyez là tous les petits grains d'iode 125. Et l'iode 125 a une période de l'ordre de 2 mois. Donc, on pose ces grains et on ne s'en occupe plus. Parce qu'au bout de 2 mois, il n'y aura plus que la moitié de l'activité. Au bout de 4 mois, le quart. Le patient lui-même fait radioprotection. Il n'est pas dangereux. Vous voyez ici tous ces grains qui sont en fait dans des tubes qui ont été mis en transpérinéal. Eh bien, lorsqu'on a affaire à des D1 et T2 de bisome inférieur à 6, avec un PSA de moins de 10 nanogrammes par millilitre, on sait qu'on peut guérir ces cancers de la prostate avec 20 ans d'expérience et un nombre de patients supérieur à 500 000. C'est un traitement qui est efficace. Il y a moins de 3% de décès par cancer chez ces gens. Alors, on parle souvent dans les cancers à la prostate de décès par cancer et non pas de décès en général. Pourquoi ? Parce que l'âge moyen du cancer de la prostate, c'est 74 ans. Et quand on a 74 ans, il y a plein d'envies qui font dans la vie qu'on peut s'en aller d'une raison pour une raison ou pour une autre. C'est pour ça qu'on isole les décès par cancer. Et bien dans ces cas-là, on a moins de 3% de décès spécifiques par cancer. Ça veut dire qu'on a guéri 97% des cas. Bon, ils ont peut-être pour d'autres choses à cause de leur âge. Ça, c'est une autre affaire. Mais on a un traitement efficace, il est peu toxique. Il est peu toxique parce que quels sont les ennuis du cancer de la prostate lorsque, par exemple, il est opéré? C'est l'incontinence et c'est l'impuissance. Et avec la cryothérapie, c'est là qu'on a le moins d'incontinence et le moins d'impuissance. Alors, le traitement rival, c'est la protonthérapie. Alors, justement, on y arrive. Et alors, on voudrait encore avoir plus de précision. Grosso modo, on est allé jusqu'au bout de nos possibilités avec les photons. On a eu des trésors d'ingéniosité pour mettre au point la tumothérapie, pour mettre au point le cyberknife. Bon, c'est bien beau, on veut encore plus de précision. Pourquoi? Parce qu'on veut, par exemple, traiter une tumeur qui est dans le cerveau, dont on sait qu'elle est radiosensible, mais dont on ne peut pas faire la dose qu'il faudrait faire. On ne peut pas la faire parce que si on la fait avec les photons, ils vont baver autour, et les doses qui vont baver vont détruire le cerveau autour, et ça, c'est pas possible. Alors, on voudrait plus de doses, tout en préservant les lésions de voisinage. Comment va-t-on faire? Deuxième cas de figure, le cas des enfants. On sait les guérir avec la radiothérapie classique, avec la photothérapie conformationnelle. Ok. Mais les enfants, quand on les irradie, on a de très mauvaises surprises, des complications à long terme, les os irradiés ne grandissent plus alors que les autres os vont grandir, ça va donner des dysmorphismes. Enfin, les complications des régions chez les enfants font qu'il est très difficile pour un radiothérapeute d'avoir à se résoudre à irradier un enfant. Eh bien, dans ces cas-là, on se dit, si on a un mode d'irradiation qui donne la même dose
mais qui est beaucoup plus net, beaucoup plus propre, qui n'irradie pas à côté, c'est encore mieux. Et cela ouvre la voie à un nouveau type d'irradiation, une irradiation par les faisceaux d'ions légers. C'est ce qu'on appelle couramment l'hadrothérapie. Alors c'est quoi l'hadrothérapie? C'est soit la protothérapie, soit les premières expériences de radiothérapie par ion hélium et carbone. En fait, c'est la radiothérapie par ion léger, parce que, chaque fois, ce que l'a bien montré tout à l'heure, il y a une ambiguïté avec l'hydrogène. L'hydrogène, c'est à la fois les trois isotopes d'hydrogène, de deutérium et de tritium. Autrement dit, le premier isotope, on ne devrait pas l'appeler l'hydrogène, on devrait l'appeler le procium. Et le proton, c'est le noyau du procium. En termes clairs, le proton, c'est le noyau de l'hydrogène. Donc, irradier avec des protons, c'est déjà irradier avec l'ion le plus léger de tous. Et puis ensuite, il y a les ions un peu plus lourds, mais qui sont quand même légers. Les ions un peu plus lourds qui restent légers, c'est le néon, l'hélium, le carbone, etc. Alors, on les a un peu tous essayés, et il se trouve que le carbone est le plus intéressant. Ces ions légers interagissent avec la matière de manière très spécifique. Vous allez le voir, c'est le pic de Bragg. L'idée, on revient à l'américain qui s'appelle Robert Wilson en 1946. Ce qui est intéressant, c'est que dès 1954, le premier traitement a été effectué par John Lawrence. John Lawrence, c'est le frère d'Ernest Lawrence. Et Ernest Lawrence, c'est lui qui a inventé les cyclotrons. C'est quelqu'un de très important. Et John Lawrence, il est très important pour Denis. Pourquoi? Parce qu'il a fait la première expérience de protothérapie. Et pour des raisons qu'on ignore, alors que ça avait marché, il a laissé tomber, il est allé faire un peu de neutrons, et très vite après, il s'est lancé dans la radiothérapie métabolique. Et c'est pour ça qu'on pense, on dit que c'est le père de la médecine nucléaire. Denis, tu nous diras si tu n'es pas d'accord. Donc, voilà John Lawrence qui, pour la première fois, utilise les protons. Et ces particules, je vous disais, elles ont un traitement en profondeur qui est très spécial. Vous voyez ici les électrons, vous voyez ici les photons. Il se trouve que les neutrons, c'est quasiment pareil que les photons. Et vous voyez, ces particules, ces ions légers, ils rentrent dans la matière sans pratiquement déposer d'énergie quand ils sont rapides. Et au moment où ils vont s'arrêter, il y a un véritable tsunami d'ionisation qui amène ce grand pic de Bragg très fin, et ensuite tout s'arrête. Quelque part, c'est la particule magique, parce qu'il n'y a pas d'irradiation avant, il n'y a pas d'irradiation après, et il n'y a pas d'irradiation sur les bords. Parce que je ne peux pas vous le montrer sur cette photo, mais il se trouve qu'il n'y a pas de diffusion. Il semblerait qu'on a la particule magique. En fait, c'est plus compliqué, parce que la tumeur est relativement volumineuse. Donc ce pic, finalement, il est trop pointu. Qu'à cela ne tienne, on a trouvé, on va étaler le pic de Bragg grâce à des modulateurs, et à ce moment-là, le pic de Bragg étalé va englober toute la tumeur. Alors l'ennui, c'est qu'en l'étalant, on met aussi de la dose devant. Alors l'intérêt, c'est qu'il y a très peu de dose derrière, et qu'on a là des propriétés balistiques bien supérieures aux photons. On aura donc une conformation meilleure. Et sur le plan conformationnel, ça veut dire quoi conformation? Ça veut dire qu'on a très bien conformé les isodoses au volume tumoral. C'est quand on a un volume tumoral, on essaie de mettre des isodoses qui épousent étroitement les formes du volume tumoral de manière à irradier bien la tumeur et rien de ce qui est à côté. Alors, pour en revenir à la protothérapie, c'est une technique en pleine expansion. Comme je vous l'ai dit, le potentiel balistique est bien supérieur à la photothérapie. En revanche, la photothérapie ne dispose d'aucun avantage biologique, car l'EPR est de 1,1 seulement. C'est une affaire qui marche. En 2000, en début 2010, plus de 70 000 traitements avaient été effectués par le monde. Il y avait plus de 30 centres opérationnels, dont 2 en France, 1 en C. Les indications cliniques, certaines indications cliniques sont déjà validées. Ce sont les tumeurs oculaires et les sarcomes de la base du crâne. Ce traitement est par ailleurs très prometteur dans les tumeurs pédiatriques, où on pense qu'il pourrait être l'arme la plus efficace en matière de radiothérapie. Grosso modo, pour les enfants, on pense que les photons sont dépassés par les photons. Mais on ne l'a pas montré. On leur a montré que lorsque l'on aura beaucoup d'études en cohorte, il faudra 10 à 20 ans avant d'en être sûr.
Et puis d'autres indications sont en cours d'évaluation, comme les tumeurs du poumon, de la prostate, du foie et du sein. Alors là, des essais thérapeutiques sont en cours. Alors regardez dans l'œil, pour les mélanomes de la choroïde, là on a un effet qui est remarquable. On a des résultats qui sont parmi les plus brillants de la radiothérapie. Il y a plus de 10 000 traitements qui ont été effectués comme ça dans le monde. On a 95% de contrôle local, 90% de conservation oculaire. Si on ne fait pas ce traitement, il faut enlever chirurgicalement l'œil. C'est l'exempération. Et on a 10% de décès, mais par métastase hépatique, parce que ces mélanomes adorent s'aller dans le foie. Donc vous voyez la précision, vous voyez là sur une coupe transverse, vous voyez l'œil, vous voyez la précision du traitement, ici sur une vue frontale. C'est le ça fait partie des meilleurs résultats de la radiothérapie, je ne vois pas comment on peut faire mieux. D'autres localisations, pour les cordomes de la base du crâne, c'est le meilleur traitement qui soit, mais il n'est pas parfait. On a que 60 à 70% de contrôle local, et là, probablement, le carbone arrivera à la rescousse. Pour les chondrosarcomes, en revanche, on a quasiment 100% de contrôle local. Pour les tumeurs pédiatriques, je ne peux pas vous démontrer par des résultats d'essai qu'on a des résultats prouvés. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que les études dosimétriques, elles, sont démonstratives. En voilà quelques-unes. Prenons le cas du crânopharyngome, qui est une tumeur bénigne de jeunes enfants de 5 à 15 ans, qui, si on la laisse faire, peut rendre l'enfant aveugle et petit à petit le tuer. Parce que vous savez qu'une tumeur bénigne dans le cerveau, c'est très dangereux, parce que le cerveau est une boîte qui est non extensible. Donc même une tumeur bénigne peut tuer lorsqu'elle est dans le cerveau. Eh bien, vous voyez, dans le cas de l'INRT, qui est le fameux de la radiothérapie photonique, voilà ce qu'on arrive à faire. On fait la bonne dose, mais regardez toutes les doses en quelque sorte collatérales. Regardez ce que cela donne avec une protonthérapie. C'est net et précis. Il n'y a pas photo. Et voilà pourquoi on ne peut pas faire d'essais thérapeutiques. On ne peut pas dire aux parents, on va tirer l'enfant au sort entre la protonthérapie et la photothérapie, parce que les gens vont dire, ben, nous on n'est pas d'accord, nous on veut ce traitement-là. Voilà pourquoi il faudra attendre longtemps pour montrer que, effectivement, la protonthérapie, c'est d'être mieux que la photothérapie pour les enfants. Un exemple de tumeur assez courante de l'enfant, le méduloblastome, qui est une tumeur de la fosse postérieure, il faut irradier tout le cervelet, que vous voyez en rouge ici, très bien irradié par les protons, et ici, très bien irradié par les photons. Mais ici se trouve la cochlée droite, ici la cochlée gauche qui n'est pas marquée. Eh bien, il faut donner le moins possible de dose à la cochlée si on ne veut pas que l'enfant soit sourd. Et vous savez qu'un enfant sourd, c'est terrible, à cause de l'apprentissage. Comment apprendre quelque chose à un enfant sourd, c'est très difficile. Donc, il est impératif de protéger cette cochlée. Et bien ici, cette publication montre qu'avec les photons, on a 75% de la dose, ou mieux, à cette cochlée, et ici, on n'a que 25%. Là aussi, il n'y a pas photo. Alors voilà une vue du centre de protothérapie d'Orsay, avec le vieux synchrocyclotron de Joliot-Curie, qui a été rénové en 1977 et qui a fonctionné jusqu'en 2010. 5063 traitements oculaires et encéphaliques ont été effectués grâce à 2 lignes fixes. Vous voyez ici un jeune enfant dont on irradie une tumeur encéphalique. Et ici une petite fille qui était endormie, car les enfants de moins de 5 ans sont endormis pour la protonthérapie. Et puis, depuis le 9 décembre 2010, a été inauguré à Orsay un nouvel appareil, qui est un cyclotron isochrone IBA de 235 mégaélectronvolts. Les cyclotrons, maintenant IBA, occupent la plupart des centres de protonthérapie dans le monde, et je vous ai dit qu'en 2010, il y en avait déjà une trentaine. Maintenant, il doit y en avoir 32 ou 33. Alors, maintenant, on a vu les protons, c'est du sûr, on sait ce qu'on fait. Encore que, pour un certain nombre de tumeurs, des essais thérapeutiques sont en cours. Qu'en est-il du traitement par ion carbone? Peut-être gagner encore en précision, mais surtout améliorer le contrôle des tumeurs les plus radiorésistantes, grâce à un effet biologique avec le carbone qui varie entre 1,5 et 3. C'est ça le nouveau challenge. En termes clairs, est-ce que l'ion carbone, ça va pas être le proton en mieux? Auquel cas, le jeu rendrait la chandelle. La différence de goût aussi. Mais si c'est mieux, c'est ça qu'il va falloir
va essayer de démontrer. C'est du domaine de la recherche clinique. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'indication validée de radiothérapie par ion carbone. Il n'y a que 5 centres fonctionnels dans le monde, et en fait que 3. Le plus ancien, le NIRS de Chiba, a traité plus de 4500 patients. Et ça, c'était fin 2009. Et celui de Yogo, en fin 2009, 638. Le troisième, de Heidelberg, qui vient d'ouvrir, fait suite au GSI de Darmstadt, où là, il y avait eu à peu près 500 patients traités. 2 nouveaux centres, un au Japon, un en Italie, qui viennent d'ouvrir. Donc, je ne peux pas vous dire le nombre de patients traités à la date d'aujourd'hui. Alors, voilà le pic de Bragg qui est sur l'échelle, donc de ion carbone. Vous voyez que ce pic est plus favorable encore que celui des protons, d'autant que l'effet biologique se rajoute. Il y a quand même 2 petits soucis. Parce que si on regarde ça, on se dit, il n'y a pas photo. Le photon, c'était très bien, mais l'ion carbone, ça va être encore mieux. Attention, il y a 2 problèmes. Ici, il y a une queue, ici, qui correspond à des produits de fragmentation des noyaux et qui peut poser des problèmes parce qu'il y a aussi des neutrons rapides et ça peut perturber le traitement. Et puis, deuxièmement, ici, l'effet biologique relatif n'est pas tout à fait constant, alors que pour les protons, il est quasiment constant sur tout le plateau. Autrement dit, on risque de traiter des gens avec des doses différentes suivant l'endroit du plateau où se trouve la zone tumorale traitée. Et voilà pourquoi c'est du domaine de la recherche. Il faudra voir ce que ça donne en pratique. Et cela donnera beaucoup de travail et surtout une grande polydisciplinarité entre les physiciens nucléaires, les radiobiologistes qui vont nous dire ce qu'il en est exactement du transfert d'énergie nucléique le long du plateau, et les radiothérapeutes. Et vous voyez que les DuPont sont quand même extrêmement circonspects devant ces travaux, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas aboutir. D'autant que je vais vous montrer quand même pourquoi on s'intéresse tant à l'ion carbone. C'est que si on prend les résultats à long terme du professeur Tsuji à Chiba, regardez ce qui se passe là pour un adénocarcinome de l'ethmoïde. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le cancer du menuisier. C'est un cancer qu'on voit la plupart du temps chez les menuisiers parce qu'il est lié aux essences de certains bois exotiques. Eh bien, ce cancer d'ethmoïde à ce volume-là, il n'y a pas possibilité de le traiter avec les fumées classiques. On ne peut pas opérer une tumeur si importante qui repousse le lobe frontal vers l'arrière. Vous voyez ici, le corps calleux est tout abîmé. Le corps calleux, c'est vital, ça ne s'opère pas. La chimiothérapie ne marche pas du tout. Et la photothérapie, aux doses classiques, ne sert pratiquement à rien. Eh bien, regardez, après une radiothérapie à ion carbone, le gars est en apparence guéri. Là encore plus important, un mélanome de cette taille, c'est incurable avec les moyens classiques. Voilà un mélanome de tout le sinus, de la fosse nasale et du sinus maxillaire. Regardez, après 48 mois après une radiothérapie par ion carbone. Les résultats de Tsuji sont assez extraordinaires. Alors bien entendu, c'est les meilleurs résultats. Une hirotelle ne fait pas le printemps, on ne peut pas faire de loi thérapeutique par deux images, mais il y en a beaucoup d'autres. Voilà pourquoi le monde de la radiothérapie s'intéresse à l'ion carbone, et voilà pourquoi on est tout prêt à vouloir voir un petit peu comment ça va fonctionner. Voilà un petit peu la saga de la radiothérapie grâce à l'énergie atomique, grâce à l'énergie nucléaire, grâce à l'énergie des particules. On arrive ici dans les particules, le centre de protothérapie d'Orsay, et le carbone, dans le cas du projet Arcade. Voilà une image qui vous montre un petit peu tout ce qui va être mis en œuvre dans le cadre du projet Arcade. Vous voyez, c'est un très bel exemple de collaboration entre les physiciens nucléaires, les radiobiologistes, les médecins radiothérapeutes. Il est évident que sans cette collaboration, on n'arrivera à rien, mais qu'avec cette collaboration, on va peut-être pouvoir chanter dans le concert international parmi les gens qui sont des spécialistes de l'ion carbone, tout en assurant un certain nombre de traitements bien validés avec les protons. Je vous remercie.
Merci. On va passer maintenant à l'échange. Donc merci de poser des questions courtes pour que tout le monde puisse poser ses questions et avoir des réponses. Est-ce qu'il y a une première question? Merci Madame le deuxième ministère de la région Saint-Denis. Je voulais apporter un témoignage de la forte implication de la région dans le projet justement Arcade, donc pour le futur cyclotron à Carbone. Donc la région s'implique fortement par des garanties, mais aussi par la création d'une société économique qui va apporter une grande partie des financements du projet. C'est pour le bassin de Caen, mais aussi pour la Basse-Normandie, et même les cancéropôles, les deux grands cancéropôles, une évolution extrêmement importante. Et on appelle éventuellement aux chefs d'entreprise, s'il y en a quelques-uns dans la salle. Nous sommes à la recherche de financement, c'est un projet de 140 millions d'euros. Nous avons à peu près bouclé un peu plus de la moitié. Reste ce qu'on appelle les tiers investisseurs, une ouverture au capital, éventuellement des industriels. Et je serais ravi si effectivement mon téléphone sonnait à Caen, à la région, pour boucler ce plan de financement qui arrive en fait à son terme. Voilà. Donc c'est pour la région extrêmement important. Vous avez vu tout à l'heure sur la carte, au niveau du plateau nord, c'est une complémentarité du Galis, c'est une complémentarité du Cicéron, et ça positionne la Basse-Normandie avec ce futur centre comme une des régions phares au monde dans le traitement par biocarbone. Voilà ce que je voulais vous donner comme témoignage. Et merci à ces brillants professeurs, et notamment au professeur qui rejoint le professeur Abran. Je crois qu'on peut dire d'ailleurs que avec votre arrivée, nous allons être pratiquement au niveau du monde un des meilleurs centres de recherche avec la pièce. Donc nous sommes ravis, évidemment, la région, de votre arrivée parmi nous, monsieur. Merci. Je vous remercie de ce que vous venez de dire, en particulier pour le professeur Abran, qui m'a demandé de vous présenter ses excuses. C'est lui qui devait faire cette conférence, mais il a dû être opéré en quasi urgence. Il va bien. Voilà, il se plaint, je crois, d'une infection urinaire. En fait, c'est pas dramatique. Voilà, et il est désolé de ne pas être parmi vous ce soir. D'autres questions? Oui, j'avais une question peut-être plus pour M. Agostini. Vous avez parlé du traitement de la thyroïde par des radioéléments. Je voulais savoir comment se fait le choix entre un traitement par radioélément ou un traitement par médicament. Et quel est le retour d'expérience qu'on a sur le traitement par radioélément. Merci. Alors, encore une fois, sur la thyroïde, il y a plusieurs diagnostics dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que ça dépend si on parle de cancer ou si on parle d'une autre maladie dont je vous ai parlé, qui est ce qu'on appelle l'hyperthyroïdie, qui est très fréquente. C'est-à-dire que vraiment, chez des personnes, beaucoup de femmes et puis des femmes âgées, où il y a ce qu'on appelle des goitres. Et donc, à ce moment-là, effectivement, on a des choix qui peuvent être un choix de traitement par une chirurgie, donc on enlève la thyroïde, ou alors on peut faire un choix de donner justement une gélule avec de l'iode radioactif qui va permettre, effectivement, la thyroïde, ça capte énormément l'iode, et donc l'iode radioactif arrive et va détruire les cellules, donc toute la thyroïde. Donc là, après, c'est un choix qui est, je dirais, de bon sens. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui a 80 ou 85 ans, on préfère quoi? Faire un traitement plutôt par de l'iode que faire une chirurgie où il y a quand même des complications qui fait que l'anesthésie, etc., etc. Donc là, sur la partie oui, de l'hyperthyroïdie, qui est entre guillemets une maladie bénigne, ça n'a rien à voir avec un cancer thyroïdien, où là, sur le cancer thyroïdien, on a besoin d'une implication d'un traitement, d'un médicament, avec des doses radioactives beaucoup plus importantes, les 100 ou 200 ou 300 fois supérieures, et là qui nécessite tout un confinement pour le patient. Et là aussi, on va pouvoir traiter et la tumeur localisée au niveau de la thyroïde, et éventuellement certaines métastases de ce cancer thyroïdien. Donc là, c'est des choix qui sont des choix, encore une fois, la décision elle n'est pas d'un homme. La décision, et je pense que Jean me rejoint là-dessus, la décision quand on traite un cancer, quelle que soit la
l'origine, c'est une réflexion qui est ce qu'on appelle, dans le jargon, RCP, c'est-à-dire une réflexion qui est multidisciplinaire. Hein. On fait justement une recherche autour d'une table entre des médecins, des chirurgiens, des radiothérapeutes, des gens qui font de l'oncologie, qui font de la chimiothérapie, ou des imageurs, des radiologues, des médecins nucléaires. Donc, il y a une réflexion et on dit, voilà, pour ce patient, la meilleure solution sera de faire ça. Vous voyez, c'est pas un seul individu. C'est vraiment une réflexion multidisciplinaire pour chaque type de cancer. Ça, c'est vraiment très important. Une autre question? J'ai une petite question. C'est du domaine de l'épidémiologie des cancers. Chaque pays essaye de comptabiliser le nombre de nouveaux cancers apparus pour 100 000 habitants pendant l'année. C'est ce qu'on appelle l'incidence. Et chaque pays essaye de comptabiliser la totalité des décès. De rares pays comme le Danemark ont un registre exhaustif d'incidence et de mortalité. C'est-à-dire qu'au Danemark, il y a un registre où on corrige absolument tous les nouveaux cas et tous les nouveaux décès. En France, on a fait le choix d'avoir un registre global de mortalité. Vous savez que quand quelqu'un décède en France, le médecin signe le certificat de décès et c'est ce qu'on appelle le bon bleu et remplit une partie soumise au secret médical qui sera ensuite cachée. C'est une feuille qui a un rabat comme ça. Le haut dépend de l'état civil, dit que monsieur Untel, qui habite à tel endroit et qui est né à telle date, est décédé d'un cancer, ça part à l'état civil. Et ensuite, en dessous, il y a une feuille qu'on replie comme ça et qui est cachetée, parce que en dessous, on va dire exactement de quoi est décédé le patient. Et vous savez que le secret médical existe même après le décès. Il existe et il appartient aux descendants. Autrement dit, quand Schwarzenegger dit non, Thierry Leluron n'est pas décédé du sida, c'est parce que la famille de Thierry Leluron lui a demandé. Sinon, il serait attaqué devant les tribunaux. Parce que c'était dans la une d'un journal à l'époque. Donc, la partie qui est soumise au secret médical part à l'INSERM dans un service spécial d'épidémiologie de la mortalité. Et là, on peut savoir exactement, chaque année, le nombre de personnes qui sont décédées de maladies cardiovasculaires, de maladies cancéreuses, etc. C'est ainsi qu'on sait qu'à l'heure actuelle, la première cause de mortalité en France est le cancer, depuis les années 2000, suivi de très près par les maladies cardiaques et cérébrovasculaires. Grosso modo, si on prend les maladies cardiaques et cérébrovasculaires d'une part, les maladies cancéreuses d'autre part, on a près de 90% de la mortalité, la moitié du côté du cœur, l'autre moitié du côté du cancer. Donc là, ça c'est clair, et les autorités de santé vont rappeler les médecins à l'ordre dans les années 2000, de manière assez sévère, pour nous amener à bien remplir ce bon bleu, qui d'ailleurs depuis 2000 n'est plus bleu, il est blanc. Et on continue à appeler le bon bleu, parce que pendant 100 ans, il était bleu. Moi, j'ai toujours que du bleu. Ça fait 10 ans qu'il est blanc. Donc, et c'est très important. Alors, c'est pas facile à remplir. Hein. Quand on est appelé dans un service pour certifier un décès, il faut à peu près une demi-heure pour relire tout le dossier du malade, pour pouvoir répondre à des questions bien précises. En termes clairs, ça dure une demi-heure. Et quand c'est fait dans un hôpital par un interne, qui est par exemple étranger ou autre, qui ne connaît pas bien, c'est mal fait, et après ça fait des scandales. Donc tout ça pour vous dire qu'on fait très attention à ces certificats de décès. Voilà pourquoi on est capable en France de dire chaque année le nombre de décès et les causes exactes. Pour l'incidence, c'est beaucoup plus compliqué. Nous n'avons pas un registre global d'incidence, nous avons 5 registres en France qui sont répartis. Alors au début, il y en avait 2. Il y avait le Doubs et le Bas-Rhin. Ensuite, il y a eu la Côte d'Or, ensuite, bon, je ne les connais plus par cœur. Ce sont des départements qui ont une certaine significativité et qui se trouvent répartis dans le territoire national.
Et lorsque la question s'est posée de savoir s'il ne valait pas mieux avoir un registre national, on a dit non, surtout pas. Parce que si on a un registre national, on aura des résultats beaucoup moins précis que ceux qu'on va obtenir par évaluation de cet échantillonnage sur 5 départements. Pourquoi? Mais parce que ce n'est pas une valeur dans l'absolu qu'on cherche. Dans tel département, il va y avoir telle incidence du cancer du sein. Ok, on va diviser par la population et on va multiplier par 100 000 et on aura le nombre de décès pour 100 000 habitants, le nombre de nouveaux cancers du sein pour 100 000 habitants. Oui, mais le cancer et l'incidence du cancer est très variable suivant l'âge. Donc, pour qu'on puisse comparer les départements entre eux et évaluer l'incidence globale sur la France, il faut standardiser les résultats. Et il faut les standardiser en fonction de l'histogramme des âges. Par exemple, il ne faudra pas être étonné de trouver beaucoup plus de cancer du sein pour 100 000 dames à Nice que à Paris. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de retraités sur la Côte d'Azur. Et vous savez que le cancer du sein, c'est plutôt une affaire de la deuxième partie de la vie. Donc, il faut standardiser ces résultats pour donner des résultats globaux nationaux qui soient comparables avec les autres pays du monde. Sinon, on va dire, oh là là, vous avez vu sur la Côte d'Azur, le cancer du sein, c'est dément. Ben non, c'est parce qu'il y a plus de personnes âgées. Si vous êtes dans un département où il y a plein de jeunes, comme certaines banlieues parisiennes, ben, il y aura moins de cancer du sein. Et je peux vous dire qu'à Tahiti, où la population est particulièrement jeune, il y avait 80 cancers du sein dans une année, là où on en attendait 200 si on appliquait les standards européens et américains du Nord. Moralité, nous n'avons pas de registre national de l'incidence et c'est voulu. Mais ça se traduit par un défaut, c'est qu'on n'a pas des chiffres annuels d'incidence. On ne va pas pouvoir vous dire, cette année, l'incidence des cancers globale, c'est tant. On a des moyennes sur 5 ans. Alors, grosso modo, en 2008, vous avez la moyenne de l'incidence de 2000 à 2005. Parce que le temps qu'on standardise, il faut donc 3 ans. On sait en 2003 ce qui s'est passé en 2000, si vous voulez. Donc en 2008, c'est la moyenne 2000-2005. Donc on a des moyennes, et c'est probablement beaucoup plus juste comme ça. Alors, je crois pouvoir venir avec la question subsidiaire. C'est de dire, oui, mais j'ai peur qu'il y ait un effet cancer à tel endroit, que par là, qu'à tel endroit, il y a un effet environnemental qui fait qu'il y aurait peut-être plus de cancer liés à l'amiante, parce qu'il y a les termites, il n'est pas loin, ou des choses comme ça. Alors là, quand il y a des phénomènes locaux comme ça, on met un observatoire. Et on met des gens qui dépendent de l'INSERM, section épidémiologie, et qui forment un observatoire des clusters, comme ils disent. C'est-à-dire des regroupements de cancers, et ça permet de savoir si à tel endroit, il y a plus de leucémie qu'il faudrait qu'il y en ait, ou qu'il y ait moins de cancer de la thyroïde, etc. Voilà comment on s'en sort. Grosso modo, c'est pas mal fait. Et je vais vous dire pourquoi je pense que c'est pas mal fait. Parce que ces gens-là, ils ont été capables de dire dans les années 97-98 qu'ils s'étaient trompés dans leurs statistiques dans les 10 ans d'avant, et ils les ont revus. Ils ont eu l'honnêteté de le dire et de les corriger, et on est parti avec une nouvelle incidence du cancer du sein en France, qui est passée brutalement de 34% à 37,5% des cancers. Mais ils ont eu l'honnêteté de le reconnaître. Et quand on sait la complexité des études statistiques liées à des phénomènes d'échantillonnage, eh ben, je trouve que c'est pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a un petit détail. J'ai noté. Oui, merci. J'ai noté dans l'exposé du professeur Dachary que finalement, les examens par LCMI, notamment les coïdales, étaient vraiment au top niveau, c'est-à-dire éblouissant pour mon habitat. Mais combien y en a-t-il en France de cet appareil? Parce que ça doit représenter un investissement considérable. C'était un peu ça qui m'intéressait. Alors, au début, l'ANCA en avait permis 2 et 2, la première année, c'est-à-dire vers 2005-2006.
Ces appareils sont apparus aux États-Unis, aussi bien le CyberKnife que la tomothérapie en 2003. Donc en 2005, on s'est étonné qu'on n'avait rien de tel en France, et l'ALCA a dit, bon, ben, puisque c'est comme ça, il y aura 2 CyberKnife et 2 tomothérapies. Alors la tomothérapie, il y en avait une à l'Institut Curie, la deuxième à Bordeaux, et le CyberKnife, un à Lille, et le deuxième à Nice. Et puis, à l'heure actuelle, je crois qu'il y en a 8 d'installés de par la France. Notre parc de radiothérapie, qui était très vieillissant dans les années 2000, a été parfaitement modernisé en 2010. Vous voyez ce que vous avez dit, Denis, sur les PET et sur les PET scans. On a eu le même phénomène en radiothérapie. Et il y a une chose que j'ai oublié de vous dire dans ma présentation, c'est que quand j'ai débuté la radiothérapie dans les années 70 à 80, mes amis me disaient, mais pourquoi vas-tu en radiothérapie? Il faut aller en chimiothérapie, bientôt il n'y aura plus de radiothérapie, les drogues de la chimiothérapie vont tout régler. Et c'est vrai que si on a des drogues qui règlent les problèmes, c'est bien plus pratique que d'irradier. Et puis bon, tout le monde a aussi en tête les radiolésions et les complications de la radiothérapie. Eh bien, si vous voyez ce qui se passe, la radiothérapie n'a jamais été aussi jeune, jamais été aussi moderne, grâce à tous les efforts qui ont été faits du côté du gain de précision qu'on a et du côté de ces nouvelles particules qui sont un nouveau champ d'investigation incroyable, tant pour les physiciens de physique des particules, que pour les radiologistes, que pour les radiothérapeutes. Et on n'en est plus aux heures sombres où on pensait que la radiothérapie risquait de disparaître. Et bien, je pense que cet état de dépression larvée, enfin de dépression insidieuse, des années 2000 a peut-être expliqué que l'État français avait laissé vieillir son parc de radiothérapie. Et puis tout d'un coup, on se rend compte que c'est pas mal la radiothérapie, que c'est pas mal du tout le PET scan, et nous voilà repartis comme en 14, on a du matériel, et c'est vrai que on ne se sent plus maintenant sans matériel. Ce n'est pas de notion d'enfant en France qui pleure parce qu'il faudrait une tomothérapie. Bon, maintenant, attention, ce qui se passe en ce moment à Caen est exceptionnel. Il y a tous les appareils possibles et imaginables, et on part vers le proton et le carbone. C'est-à-dire qu'il y a une conjonction qui est remarquable. Voilà. Mais on fait plus figure de parents pauvres comme avant. On n'est plus en train de dire il y a 10 fois moins de PET scans en France qu'en Allemagne. Comme il y avait 7 PET scans en France, il y en avait 70 en Allemagne. Maintenant, sur le plan européen, la cancérologie française est en tête avec la Suisse, avant les Allemands et bien avant les Anglais. Si on regarde les résultats. Et cette évaluation est faite chaque année au niveau de l'ERTC, qui est un organisme européen. Et pourtant, on était très en retard en radiothérapie. Maintenant, ce qui se passe et qui a beaucoup étonné, par exemple, la société Siemens, qui d'ailleurs depuis a arrêté la radiothérapie. C'est une grande société allemande que je ne représente pas. Quand Siemens, qui a équipé en accélérateur tout le parc d'accélérateurs de l'Institut Gustave-Roussy, 6 de coup, ils ont été étonnés de la rapidité avec laquelle les radiothérapeutes de l'Institut Gustave-Roussy se mettaient à utiliser le nouveau matériel. Grosso modo, en 2000, on était en retard, on était malheureux, et dès que les nouveaux appareils sont arrivés, on a sauté dessus, on les a enfourchés, et on pédale encore. Merci beaucoup, c'est moi, remarquable. Merci. Le temps passe vite, on va être obligé d'arrêter les échanges, mais de continuer autour d'un verre. Donc je voulais vous remercier d'être venus aussi nombreux et remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette soirée. Isabelle Agnoret et Stéphane Bresson de l'Héliopolys, Gisèle Lepage et Nicolas Picard de la Technopole, les membres de WIC Normandie et de la SFEN Jeune Génération, Guillaume Crochemort, Pascal Derache, Jocelyne Lamotte, Marie Lano, qui s'est occupée des inscriptions, Manuela Deville, Françoise Pouillet, ainsi que Elisabeth Tess.
Merci à ceux qui nous ont aidés par leurs conseils. Merci aux 3 professeurs pour le bon moment que nous avons passé. Et merci encore à nos partenaires pour leur soutien. Bonne fin de soirée à tous. On continue de